Aujourd'hui, on va voir ensemble 18 concepts créatifs qui génèrent des milliards de dollars de ventes aux États-Unis et qui sont sous-exploités en France. Et quand je dis que c'est vraiment des milliards de dollars de ventes, c'est pas du tout une exagération, hein, parce que ce sont des concepts créatifs qui sont utilisés par les plus grosses boîtes, les plus gros entrepreneurs, les plus gros infopreneurs, les plus gros coachs, bref, des grosses boîtes comme UL, Magic Spoon, Gymshark, The Hoodie, bref, des boîtes qui, chacune des marques que je viens de te citer, génère entre 100 et 300 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et là, tu vois, juste avec celle-là, on y est presque au milliard. Et des boîtes comme ça qui utilisent ces concepts créatifs et qui font des millions et des millions tous les ans, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ok ? Donc, pourquoi est-ce que c'est sûrement le truc le plus important dans la publicité en ligne aujourd'hui de comprendre les concepts créatifs? Tout simplement parce que, en général, et ça je l'ai remarqué dans mes coachings, mes accompagnements, bref, chez mes clients, le manque de concepts créatifs, c'est la raison numéro 1 qui empêche quelqu'un d'être rentable avec la publicité en ligne et surtout de pouvoir scaler. En général, et tu vas peut-être te reconnaître dans cette description, il n'y a pas de souci avec ça, mais le média buyer un peu débutant ou le web entrepreneur débutant qui se lance dans la publicité en ligne, il fait deux types de publicité. Il utilise deux types de concepts créatifs. Le premier type de concept créatif, le premier type de pub qu'il va faire, c'est ce que j'appelle une image avec des bénéfices. Donc en gros, il va avoir une image du produit ou de l'offre. Encore une fois, je vais dire beaucoup de fois le mot produit dans ce live. Quand je dis produit ou offre, ça se réfère aussi bien à un produit physique qu'un produit d'information, qu'un service, qu'un coaching, peu importe. C'est un produit, ça reste une offre. Donc je vais dire produit parce que c'est plus simple. Mais à chaque fois que je dis ça, pense bien que on ne parle pas que de e-commerce, on ne parle pas que de produits physiques, on parle de n'importe quel type de produit ou d'offre. Donc en général, les personnes débutantes qui commencent à faire de la publicité en ligne, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas experts, ils vont faire deux types de publicité. La première, c'est une image du produit, de l'offre, avec des bullet points pour dire pourquoi c'est génial. Ça, on en voit partout. Et le deuxième type de publicité, le deuxième type de concept créatif qu'ils utilisent, même si c'est pas... Bon, on va dire que ça s'appelle un concept créatif pour cette fois. On va dire que c'en est un. C'est ce que j'appelle la publicité AliExpress. C'est-à-dire qu'on va prendre une vidéo qu'on a trouvée chez notre fournisseur chinois, avec un produit qui a un effet waouh un peu surprenant, donc en gros qui a un mécanisme unique surprenant, qui a donc vraiment quelque chose de différenciant, de fort, d'immédiatement visible et qui attire l'attention. Et on va prendre ces 3 secondes de vidéo de l'effet waouh du produit, on va la mettre au début de la publicité vidéo, et le reste de la vidéo, c'est on explique pourquoi le produit est génial en détaillant des caractéristiques, des bénéfices, des avantages. Bon. Ça, globalement, ce sont les deux types de publicité, de concepts créatifs qu'on voit le plus partout et que tout le monde utilise. Et t'en fais peut-être partie, et il n'y a pas de mal à ça, encore une fois, c'est créatif, ces publicités, elles ne sont pas mauvaises. J'ai moi-même utilisé ces concepts créatifs, des publicités, une de ces deux publicités-là, pour faire et pour générer des centaines, des milliers d'euros de ventes pour des clients. Seulement, le problème, c'est que si tu te cantonnes juste à ces deux types de créatifs, à ces deux types de concepts créatifs, peut-être que tu pourras être rentable sur des budgets de 30, 50, 100 euros par jour, mais le moment où tu vas vouloir scaler, augmenter tes dépenses publicitaires pour augmenter du coup tes revenus, tu vas voir que tes profits vont s'effondrer et tu vas patauger et tu vas pas réussir à scaler. Ok ? Donc, attendez, je bois un peu d'eau. Il fait super chaud aujourd'hui, il fait 30 degrés. Mais a priori, c'est l'hiver. Au Brésil, je rappelle, je suis au Brésil, il fait 30 degrés, on est en hiver, tout va bien. Bref, donc, je disais, deux types de concepts créatifs qui sont utilisés aujourd'hui, et du coup, si tu veux vraiment pouvoir scaler, tu vas être profitable avec les publicités, il faut pouvoir aujourd'hui surprendre l'utilisateur, pour capter son attention. On y revient toujours à cette quête de l'attention, mais attirer l'attention, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de ta publicité. Je le rappelle, je le dis déjà dans la formation, mais l'objectif final de la publicité, c'est de vendre le clic. Et la page de vente, comme son nom l'indique, elle vend. Mais la publicité, elle vend le clic. Et pour vendre le clic, il faut d'abord attirer l'attention, capter l'attention de l'utilisateur. Donc du coup, pour pouvoir capter l'attention de l'utilisateur, il faut pouvoir exploiter plusieurs concepts créatifs parce que ça permet de surprendre l'utilisateur, d'avoir du renouveau
et d'utiliser en fait tout simplement plusieurs angles pour le convaincre, l'attirer, le persuader. Ok. C'est pour ça que les concepts créatifs, c'est vraiment le nerf de la guerre si on veut avoir une stratégie pérenne et rentable sur les mois et les années à venir quand on fait de la publicité en ligne. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce live. Ok. Donc, on va commencer par un court rappel. Alors, où sont mes slides pour les passer? C'est comme ça. Yes, nickel. Alors, court rappel, parce qu'on a des personnes de tous les niveaux, okay, que ce soit dans le programme ou sur ce live. On a des débutants, des avancés, des experts. Pour faire un petit point très rapide et très court pour les débutants, on va revoir un peu les éléments d'une publicité pour savoir c'est quoi une créative, un concept créatif, qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc, une publicité, il y a un exemple à l'écran, elle est composée de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'annonceur. L'annonceur, c'est la personne qui paye pour faire la publicité. Okay, en général, sur Facebook, elle est symbolisée par une page. Donc, ça va être une marque, comme là, par exemple. Tu as une marque qui fait une publicité, donc tu as le nom de la page qui fait la pub qui s'affiche. En dessous, tu as le numéro d'identification unique de cette publicité sur Facebook, que tu peux retrouver sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. En dessous, tu as le texte qu'on appelle l'ad copy ou le texte publicitaire. Okay, la première phrase de l'ad copy, c'est ce qu'on appelle le hook ou l'accroche. Donc en gros, c'est la petite phrase au début du texte qui est censée te donner envie de lire la suite du texte ou de cliquer sur ce qu'il y a juste en dessous, c'est-à-dire le visuel, la créative. Donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un GIF, ça peut être un carrousel. D'accord ? Donc un carrousel, c'est une suite d'images que tu peux faire défiler. Ça, c'est ce qu'on appelle la créative. C'est vraiment la partie visuelle de la pub. C'est pas le texte, c'est pas tout ce qui est en dessous, donc la headline, donc le titre, le sous-titre, c'est la partie visuelle. Et juste sous cette créative, on a, comme je viens de le dire, le titre, qu'on appelle aussi headline en anglais. En dessous, on a le sous-titre. Et à droite, on a le bouton d'action, donc ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action, ou le CTA, sa forme abrégée pour que ça aille plus vite pour tout le monde. Ok ? Donc, les formats publicitaires, je viens de te les rappeler, mais au cas où il y a une slide ici, tu peux les voir en écrit. Et comment est-ce qu'on utilise ces concepts créatifs ? Alors, la création de contenu, que ce soit du contenu payant ou gratuit, c'est l'art de dire une chose de 1000 façons différentes. Moi, aujourd'hui, tu vois, c'est très simple. Ce que je dis le media buying, c'est génial. Ou la publicité en ligne, c'est génial. Bon, mais tu te rends bien compte que si je répète ça de la même façon tout le temps, les gens ils finissent par se lasser et ils se barrent, ce qui est normal. Donc, aujourd'hui, tu veux pouvoir avoir plusieurs façons de dire la publicité c'est génial, ou mon produit est génial, ou acheter mon truc, sans lasser les gens, et en utilisant plusieurs angles marketing, plusieurs angles persuasifs, pour que tu puisses convaincre le maximum de personnes. Pour ça, il faut être créatif, et le processus créatif, il passe par ce qu'on appelle un benchmark. Un benchmark, c'est quoi ? C'est tout simplement regarder qu'est-ce qu'ils font les autres gens. Voilà. Donc, par exemple, demain, admettons que tu as une marque de lunettes de soleil. Ok ? Si tu veux faire des publicités pour tes lunettes de soleil, que ce soit ta marque à toi ou la marque d'un client, parce que tu es média buyer indépendant et tu bosses pour des clients, encore une fois. Donc, tu vas regarder qu'est-ce qu'ils font les autres gens qui ont des marques de lunettes de soleil et qui font de la publicité pour les vendre. Parce qu'a priori, s'ils font de la publicité, c'est que ça fonctionne et qu'ils sont rentables. Donc, tu vas regarder, tu vas aller chercher d'autres marques en France qui font de la publicité pour des lunettes de soleil, et tu vas analyser, les publicités qui fonctionnent, donc celles qui tournent depuis le plus longtemps possible. Si a priori une pub tourne depuis un mois et demi, 2 mois, c'est qu'elle est rentable, parce que sinon le mec il gaspillerait pas son argent dans un truc qui ne lui apporte pas de profit. Et tu vas regarder, tu vas cliquer sur la publicité, tu vas analyser tout le tunnel qu'il y a derrière, tu vas t'inscrire, tu vas donner toutes les informations qu'il faut donner pour comprendre un peu c'est quoi le tunnel derrière la pub qui fait que le gars arrive à être rentable. Parce qu'encore une fois, la publicité, elle vend le clic, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui va faire qu'on va faire des ventes et que ça va être rentable. Une fois... Attends, je vais juste boire un peu d'eau. Une fois que tu as vu qu'est-ce qui marchait chez les personnes qui vendent des lunettes de soleil en France, tu vas aller regarder les gens qui font ça en Europe, tu vas aller regarder les marques de lunettes de soleil aux US, tu vas aller regarder en Australie, que c'est un gros marché pour ce genre de produit. Bref, tu vas vraiment étendre au maximum ta recherche et ton analyse, ton benchmark. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plus tu verras d'exemples, plus tu seras pertinent dans les publicités que toi, tu vas faire après. Ce qu'on veut quand on fait des publicités au début, c'est être sûr qu'elles vont marcher tout de suite le plus rapidement possible. Donc du coup, une fois que tu as collecté plein d'infos de plein de marques dans plein de zones géographiques différentes, plein de pays différents, tu vas regarder
les publicités qui marchent le mieux, et tu vas, là j'ai marqué copier, mais c'est pas vraiment copier, tu vas t'en inspirer, tu vas te les approprier, tu vas les réinterpréter avec ta propre touche personnelle, et ta marque, ou ton produit, ou celle de ton client, pour créer tes publicités à toi. Ok, donc tu vas faire par exemple une dizaine de publicités inspirées des publicités que tu as vues chez les concurrents. Très bien. Tu vas lancer ça, il y a un testing, tu vas arbitrer, tu vas analyser tes données, tes KPI, etc. Et à partir de là, tu vas voir que peut-être que sur les 10 que tu as lancés, il y en a 3 qui fonctionnent bien. Super. Mais avec 3 publicités, bon, on va pas aller faire des dizaines de milliers d'euros par jour, quoi. Donc à partir de là, c'est là qu'on rentre dans la phase qu'on appelle d'itération. Itération, c'est-à-dire qu'on prend une publicité qui fonctionne bien et on la décline, soit sous plusieurs formats, soit en split testant des éléments. C'est-à-dire qu'on va changer le titre, on va tester plusieurs titres, on va tester plusieurs hooks, on va tester plusieurs textes publicitaires, on va changer quelques éléments sur la créative, on va tester plusieurs call to action. Okay, donc tu as 2 façons d'itérer, tu as 1, split tester, 2, changer la façon dont tu dis ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons que tu as une publicité que tu as sourcée chez un concurrent qui fonctionne bien, bah, tu vas analyser pourquoi elle fonctionne bien, quels sont les éléments persuasifs qui font que ça fonctionne, et tu peux le décliner sous d'autres concepts créatifs pour avoir des publicités à l'infini. Okay, c'est comme ça que tu peux utiliser les concepts créatifs qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans le dur. Premier concept créatif qu'on va voir aujourd'hui, c'est un concept créatif extrêmement connu, c'est le fameux avant-après. Okay, donc là, on a un exemple. Change your signature today, changez votre signature aujourd'hui. Un avant, un après, c'est impactant, on comprend. Okay, donc, à chaque fois, pour chaque concept créatif qu'on va voir, je t'ai mis à droite, tu vois, les différents formats sous lesquels c'est le plus applicable. Disons en général, les formats que je te donne à droite, c'est les formats sous lesquels tu vas avoir les meilleurs résultats. Normalement, sur voilà, ce qui est généralement admis dans le marché, ce qui fonctionne le mieux de manière générale. Est-ce que ça veut dire que si tu le déclines sous un autre format, ça ne marchera pas? Non. Est-ce qu'il se veut dire qu'il faut négliger les autres formats quand tu fais ce genre de concept créatif? Non plus. C'est juste une indication générale. Là, dans ce cas-là, tu vois, sur de l'avant-après, c'est un concept qui est encore une fois très largement répandu, très usé, abusé, parce que ça fonctionne très bien. Donc ça marche sous tous les formats. Tu vois, encore une fois, hein, je rappelle, les formats, il y en a 4, c'est ceux-là. Donc là, tu vois, les 4, ils sont là, donc ça veut dire que ça marche sous tous les formats, tout va bien. Si tout à l'heure, on regarde un format, un concept créatif, et que je te dis, par exemple, il y a écrit à droite seulement format vidéo, c'est le format où ça, en général, surperforme. Est-ce que ça veut dire que c'est pas déclinable en images, en carrousel, en GIF? Non. Est-ce que ça veut dire que si tu le fais, tu seras pas rentable? Non plus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les ignorer? Non plus. Ça veut juste dire que c'est globalement le format qui marche le mieux. Mais tu vois, c'est une généralité, c'est pas une science exacte. Donc, ensuite, pour chaque format, pour chaque concept créatif, on va avoir 3 points. On va avoir déjà les caractéristiques principales. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Comment ça fonctionne? Okay. Ensuite, on va voir comment l'appliquer concrètement. Et ensuite, on va voir quelques conseils personnels pour maximiser tes conversions avec ce format. Et ensuite, je te donnerai des exemples pour chaque concept créatif. Okay, donc, les points principaux à retenir sur le avant-après. Pourquoi ça fonctionne? Déjà, pourquoi ça fonctionne? Parce que ça crée un impact visuel fort. Et le but, pour que ça fonctionne, c'est de créer un contraste visuel entre l'état avant et l'état après, pour capter immédiatement l'attention. En d'autres termes, c'est une image vaut 1000 mots. Okay, donc si on reprend notre exemple juste avant, là je vois tout de suite, je comprends la valeur qu'on me donne, parce que l'état avant, j'ai une signature de glace, l'état après, j'ai une belle signature. Facile à comprendre, je le vois, c'est frappant, c'est impactant. Donc en gros, ton visuel avant-après, il doit vraiment montrer clairement les bénéfices et des résultats tangible de l'utilisation de ton produit ou de ton offre, ton service, etc. Okay, deuxième point principal à retenir sur ce concept créatif, c'est que ça permet de construire de la crédibilité et de la confiance. Parce que les transformations, à condition qu'elles soient authentiques, okay, ça c'est vraiment un point important, les transformations authentiques, ça renforce la confiance et la crédibilité auprès du public, notamment quand tu les mets en scène dans des scénarios réalistes et accessibles qui permettent aux gens de se projeter. Donc si jamais tu mets un résultat avant-après qui a l'air complètement délirant, j'y crois pas, c'est too much,
ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit authentique. Troisième point à retenir, c'est que on va mettre en avant, toujours dans le avant-après, on va mettre en avant le problème et sa résolution en faisant appel aux émotions du public pour créer une connexion émotionnelle. Tu vois, ici, on a vraiment pris une signature dégueulasse. Elle est vraiment plus dégueulasse que la tienne. Donc on va vraiment chercher une émotion forte, un problème fort, un pain point douloureux. Et quatrième point, c'est que ta proposition de valeur dans l'avant-après, elle doit être claire. Je dois tout de suite comprendre qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me vendre. Je ne dois pas avoir besoin de lire le texte, je dois le voir, ça doit être clair à l'image. Ok ? Donc, maintenant, comment est-ce qu'on applique ce concept concrètement ? C'est assez simple. Premièrement, on va identifier les douleurs principales de la personne avec qui tu veux vendre ça, donc de ton avatar client. Donc, ses douleurs, ses pain points, ses peurs, ses frustrations, etc. On va montrer des résultats authentiques de personnes qui ont réussi à transformer, tu vois, cet état indésiré présent en état de succès désiré par le client actuel. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un, encore une fois, a une signature toute pourrie aujourd'hui et qui veut une signature qu'elle est jolie demain, eh ben, tu vas lui montrer ce qu'on vient de voir ensemble. Okay, donc, la phrase, je dirais le mot-clé dans ce bullet point, c'est authentique. D'accord ? Il faut que ce soit vrai. Donc, ça va être des photos. Tu vas montrer une photo prise par un utilisateur ou que tu prends toi-même, des vidéos, des gifs, des carousels, des témoignages, bref, n'importe quoi qui peut aider la personne à se projeter et à comprendre que c'est vrai, authentique, réel. Il doit avoir une cohérence visuelle entre ton avant et ton après. Donc, si on utilise des photos d'un produit ou d'une personne, on va utiliser les mêmes angles, les mêmes expositions de lumière, etc. Et en option, moi j'aime bien faire ça, c'est rajouter des bullet points qui vont mettre en avant les bénéfices de ton offre. Là, tu vois, par exemple, ils auraient pu rajouter quelques bullet points pour dire exactement qu'est-ce que leur offre va faire, pourquoi elle est géniale, en dehors de juste l'aspect visuel, parce que je comprends l'aspect visuel, je comprends c'est quoi leur proposition de valeur principale, mais peut-être qu'ils ont à côté des bonus, des garanties, etc., qu'ils auraient pu rajouter. Et quelques conseils pour maximiser tes conversions avec ce format. En général, la vidéo surperforme l'image parce qu'en vidéo, tu peux montrer une transformation de façon émotionnellement beaucoup plus impactante qu'en image. Attention à la compliance. La compliance, ce sont les règles publicitaires de Facebook. Donc, pour faire des avant-après qui sont impactants, marquants, tout en respectant les règles publicitaires de Facebook, je te renvoie au module compliance et contournement de Meta Insider. Il te faut des visuels les plus propres possibles parce qu'il faut vraiment voir le changement concrètement. Et forcément, il faut split-tester les images avant et après afin de maximiser tes résultats. Je le dis, je remarque qu'il faut tout split-tester, bien sûr, mais j'insiste sur le split-test sur ce format-là parce que c'est souvent négligé. Donc, quelques exemples maintenant. Hop. Donc ici, on a une publicité de la marque Pink Dust. Donc, tu vois, on a une tagline qui reprend le bénéfice principal. Au revoir les poches sous les yeux. On a un visuel, encore une fois, même exposition, même pose, tout pareil. Tu vois, entre la gauche et la droite, la seule chose qui change, c'est le bénéfice. C'est ce qu'on vend. D'accord ? Ensuite, on a un autre exemple de Zala. Donc là, pareil, j'ai bien aimé dans cette publicité le fait qu'ils utilisent un petit hack dont je vous parle d'ailleurs dans le module compliance, pour faire un avant-après sans mettre le mot avant, sans mettre le mot après, tout en respectant les règles publicitaires de Facebook. Donc à gauche, on a l'état passé ou présent pour la personne qui regarde, qui est douloureux, dont on veut sortir, etc. Et à droite, le après, donc la situation désirée. Et on a les bullet points qui reprennent les autres USP de la marque. Attendez, je ferme juste un truc. Voilà, c'est bon. Donc, on a les bullet points qui reprennent les autres bénéfices qui sont vendus en plus de la transformation. Donc, free shipping, garantie de 180 jours, etc. Ensuite, on a un autre exemple de la marque UL. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils ont fait un avant-après avec des petits bullet points. Donc, à gauche, et j'ai noté d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais un truc qu'il faut absolument savoir, c'est que quand tu fais une image où tu vas faire un avant-après, où tu vas essayer de mettre en avant une situation future désirable en contraste avec une situation passée ou présente douloureuse chez quelqu'un, tu dois toujours mettre
la situation future à droite sur l'image. Pourquoi? Parce que notre cerveau il est conditionné pour voir le côté droit d'une image comme le futur. Et si tu y penses bien, c'est logique, hein, quand tu écris de gauche à droite. Donc le gauche, tu es conditionné pour voir ça comme le passé, et à droite, tu es conditionné pour voir ça comme le futur. Donc quand tu fais un avant-après, là, tu vois, il faudrait changer les bullet points verts et les mettre à droite et les rouges à gauche. Pourquoi? Parce que ça crée de l'aisance cognitive. Là, tu vois, c'est un peu... moi, c'est un truc qui... Ça me dérange un peu de les voir là. Tu vois, c'est beaucoup moins impactant que si tu as inversé les points négatifs, tu les mettais à gauche, et les points positifs à droite. Parce qu'on est conditionné pour voir le positif, le futur à droite et le passé à gauche. Okay, donc retiens-le, ça c'est très important. Donc si on prête un peu vite fait attention sur les points, on voit avant je skippais mes meals, donc avant je skippais mes repas, c'est-à-dire je mangeais pas quoi. Aujourd'hui j'ai des repas instantanés. Avant j'avais un petit coup de barre l'après-midi. Maintenant j'ai plein de vitamines et minéraux essentiels. Avant, j'avais de la nourriture qui n'était pas satisfaisante. Maintenant, c'est vraiment de la nourriture de bonne qualité avec des vrais ingrédients, machin, truc. Ok. Ensuite, autre exemple avec Well, du avant-après. Ce que j'aime particulièrement dans celle-là, c'est qu'ils n'ont pas mis avant et après. Ils ont mis Old Me et New Me. L'ancien moi, le nouveau moi. Encore une fois, il y a la transformation. Et il y a une image bien marquante, tu vois, entre le Old Me qui est dégueulasse, qui mange des frites du McDo immonde, et le New Me. Alors bon, c'est pas spécialement appétissant leur truc QL, mais bon, bah, c'est leur produit, hein, donc ils font ce qu'ils peuvent. J'aurais peut-être plus mis une image comme celle-là, tu vois, où on essaie de mettre un truc un peu plus sympa. Mais je pense que là, ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est le fait que ce soit rapide. Parce que les gens qui vont bouffer du fast-food, ils veulent une solution rapide, instantanée pour manger là, tout de suite, maintenant. Et le shaker duel répond un peu à ce besoin. Et là, pareil, tu vas cibler des émotions dans les bullet points. Regret instantané, super gras, etc. Ok? Donc, concept suivant, puisqu'on parle de bullet point, eh ben, c'est le concept créatif des bullet points. Donc, tu vois, c'est assez simple. Là, il y a un exemple à l'image. Les bullet points, ça va être tout simplement mettre des caractéristiques ou bénéfices de ton produit sous forme de bullet point pour dire pourquoi il est génial. C'est aussi un des concepts créatifs qu'on voit le plus. Tu peux le faire en vidéo, en image fixe, en GIF, carrousel, mais c'est moins conseillé. Mais tu peux aussi, mais ça ne fait pas partie des formats principaux sous lesquels tu peux développer ce concept-là. Alors du coup, les principaux points à retenir pour ce concept créatif bullet points, eh ben, c'est d'abord, il faut que ce soit simple et clair. Donc, c'est-à-dire que les bullet points qui permettent de représenter les informations de manière claire et concise. Et moi, j'aime bien les hiérarchiser. Hiérarchiser les bullet points des bénéfices les plus importants aux moins importants afin de faciliter déjà la lecture et surtout de pouvoir capter l'intérêt dès le début de l'image. Parce qu'on va lire de haut en bas. Souvent, on scrolle sur les réseaux sociaux, donc on lit de haut en bas. Et donc, du coup, si tu arrives à mettre les bénéfices les plus importants en haut, bah, tu captes l'attention tout de suite et tu as envie de regarder ce qui vient après. 2, bah, évidemment, tu vas focus sur les avantages, les bénéfices. Donc, tu vas mettre en avant les avantages clés de ton produit, de ton service, de ton offre. Et tu vas attirer l'attention sur les aspects les plus convaincants pour ton avatar client. Tout ça, ça va faire que ça va faire un renforcement de ta proposition de valeur, parce que les bullet points, ils vont en gros résumer les bénéfices principaux, mais impactants. Tout le monde comprend tout de suite pourquoi c'est génial. Et bien sûr, un des concepts clés, c'est qu'il faut un visuel un peu attrayant, mais tu vois, quand on dit attrayant, c'est pas compliqué de faire ça. Ça pourrait être plus attrayant, je te l'accorde, mais ça, c'est une ad qui a imprimé. Okay, donc il n'y a pas besoin que ce soit incroyable non plus, mais il faut que ce soit un peu bien foutu. Voilà, il y a 3 couleurs, il y a du gris, il y a du blanc, il y a du noir. Voilà, donc tu vois, c'est bien, il y a une unité, tu vois. Il y a une unité, ça part pas dans tous les sens. Donc, visuel attrayant, je pense que tout le monde y arrive, mais il faut que ce soit un peu visuellement agréable pour que ta publicité soit un minimum engageante, quoi. Donc, comment le faire ? Comment faire une publicité qui se base sur le concept des bullet points ? Tout simplement, tu vas identifier 3 à 5 bénéfices clés de ton offre, encore une fois, un produit ou une formation, un coaching, peu importe. Okay, il faut que les bénéfices soient le plus spécifiques possible. Ça, c'est important. Tu vas utiliser des mots courts et précis, parce que le bullet point, qui dit bullet point, dit mots courts. Tu vas hiérarchiser
tous ces bénéfices formulés de façon courte et précise. Donc pour mettre les plus gros bénéfices en haut et les moins gros bénéfices en bas, en tout cas ceux qui sont perçus comme moins désirables en bas. Tu vas mettre des petites icônes ou des éléments visuels pour chaque bullet point pour les illustrer. Et tu vas utiliser des couleurs contrastées pour que les bullet points ressortent vraiment et qu'ils agrippent l'attention. Okay, quelques petits conseils pour maximiser tes conversions avec ce format. Je te conseille d'optimiser le format de la publicité et sa longueur par placement. Donc comme tu le vois, quand on fait un placement en story, on sait qu'on va être sur un format vertical. Donc on va optimiser les bullet points pour qu'ils soient en vertical. Si c'est un placement sur la timeline de Facebook, c'est un format carré. Donc pense-y, c'est bien de décliner, tu vois, chaque publicité qui utilise ce format dans un format précis. Enfin, chaque publicité qui utilise ce concept, c'est bien de le décliner dans le format approprié en fonction de son placement. C'est bien de le faire pour tous les concepts, bien sûr, mais pour celui-là, c'est encore plus important. Il faut speed tester évidemment chaque bullet point. Si tu peux ajouter des preuves sociales, c'est toujours un plus. Et je te conseille d'ajouter un CTA fort, visible, avec des verbes d'action. On va voir des exemples tout de suite. Donc, premier exemple. Dermatica. Dermatica, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis des bullet points. Ils n'ont pas mis des icônes pour les bullet points, ils ont mis la caractéristique. Okay, et à côté, ils ont mis l'avantage, le bénéfice. Donc, au lieu de dire, j'en sais rien... construit en plastique, machin truc. Enfin, ça, c'est une caractéristique. Imaginons que tu utilises un matériau spécial dans un des produits que tu vends. Au lieu de dire c'est fait en titane, je sais pas quoi, tu peux dire c'est ultra résistant grâce au titane, machin. Tu connais, je pense, transformer les caractéristiques en bénéfices. C'est comme Apple, au lieu de dire j'ai un iPod qui fait 12 gigas, ils ont dit 1000 chansons dans votre poche. Okay, donc j'ai transformé la caractéristique 12 gigas en bénéfice. Là, on a la caractéristique et le bénéfice à côté. On a utilisé la caractéristique pour faire le bullet point avec, encore une fois, tu as une couleur contrastante et on a un appel à l'action qui est clair. Premier mois gratuit. Comme je disais, les meilleurs concepts qui utilisent ce format ont un appel à l'action. Deuxième exemple avec Cadistia. Pareil, appel à l'action. On a des bullet points cette fois avec des icônes. Si tu ne sais pas où trouver des icônes comme ça, tu as un site qui s'appelle The Noun Project, N-O-U-N Project, Noun Project, où tu as tous les icônes du monde que tu veux exactement de ce style-là. D'ailleurs, je suis quasiment certain qu'ils les ont trouvés là-bas. Troisième exemple, hop, on allait un peu vite. Troisième exemple par Cuts. Donc Cuts, ils vendent des fringues. Okay, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, ils ont fait des bullet points sous forme de logo d'entreprise. Donc, la publicité, c'est quoi? Cuts, comme vous les avez vus sur les employés de Slack, Spotify, Google, Airbnb. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On utilise des preuves d'autorité, hein, tout simplement. Hein. On va utiliser des noms d'entreprises, tu vois, un peu startup, Silicon Valley, machin, que a priori l'avatar des clients de Cuts aime bien, parce qu'ils doivent s'identifier à cette vibe un peu entrepreneur, Silicon Valley, startup, etc. On essaye de se la jouer sur ce segment-là, en tout cas, a priori. Hein. Donc du coup, on va citer ces marques et on va dire les employés de ces marques, ils utilisent nos t-shirts. Et tu vois, ça fait un concept créatif qui utilise les bullet points de manière un peu créative, originale, etc. Donc je vous l'ai mis en exemple parce que je trouvais ça intéressant. Je tiens à préciser que vous avez au moins une vingtaine d'exemples pour chaque concept créatif qu'on va voir dans le swipe file que je vais vous donner. Il sera disponible seulement pour les membres de Meta Insider et vous trouverez le lien sous cette vidéo dans le replay de demain. Okay, donc vous pourrez voir, toutes ces publicités sont dedans et vous pourrez en voir des dizaines et des dizaines d'autres pour chaque concept. Vous aurez plein d'autres exemples que vous pourrez regarder. Ensuite, on a Dude Pruner. Alors, ça, c'est un rasoir pour se raser les couilles. Voilà. Donc, on a James ne s'est pas rasé en 4 mois et il regarde un peu en bas. Le produit s'appelle Dude Pruner. Bon, pour un anglophone, on n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi le produit, on a compris. OK ? Et donc là, on a donc 4 bullet points. J'aime bien parce que, alors c'est pas le bullet point en soi n'a pas utilisé la couleur du contraste, mais on a plutôt mis la couleur du contraste sur le bénéfice. Pain free, save, 90 jours de garantie, résultat permanent, etc.
Et j'aime bien le fait qu'en dessous, on a ajouté de la preuve sociale dont je te parlais juste avant. Ok, conseil pour maximiser tes conversions. Tu vois, tu as 4,5 stars sur 5, plus de 3000 personnes qui ont utilisé le produit, qui sont contents. Ensuite, avant de passer au troisième concept, pense à liker ce live, à le partager à quelqu'un que ça peut intéresser, à prendre une petite photo, le mettre sur Twitter, le mettre sur Instagram en me taguant, en disant « Ah, je suis en live, c'est génial ». Et surtout, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains lives, parce que je rappelle que je ne laisse pas les rediffusions sur YouTube, elles sont supprimées. Ok. Donc la seule façon de voir ces lives, c'est de s'abonner, d'activer la cloche et d'être présent lors du live. Ensuite, troisième concept créatif qu'on va voir aujourd'hui, c'est les célébrités. J'ai juste regardé vite fait si tout fonctionne encore. Tout fonctionne encore. C'est nickel. Donc, célébrité, avec ici l'exemple de la marque de Kim Kardashian, hein, Skims. Tu peux l'utiliser encore une fois sur à peu près tous les formats de publicité que tu peux faire, donc vidéo, image fixe, GIF, carrousel. Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est génial? Bah, tout simplement, les célébrités, si tu veux, elles ont déjà une audience, tout le monde les connaît déjà. Donc le fait de mettre une célébrité sur ta créative, ça va tout de suite attirer l'attention et en plus ça va te permettre d'attirer l'attention d'une nouvelle audience que tu n'aurais peut-être pas pu atteindre normalement avec des créatives qui parlent de ta marque normale. Alors il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais Alex, tu te rends pas compte, moi j'ai pas Kim Kardashian dans ma marque ». T'inquiète, je vais t'expliquer comment tu peux détourner l'image d'une célébrité de façon éthique, légale et compliant, donc qui respecte les règles de Facebook, pour que tu puisses bénéficier de ce concept créatif aussi, ok, même si tu n'as pas des partenariats avec des célébrités. Ensuite, pourquoi ça marche et quels sont les points principaux à retenir? Numéro 2, c'est que, encore une fois, c'est de la preuve d'autorité, c'est-à-dire que la confiance que l'audience accorde à une personnalité, quand tu l'utilises pour faire la promotion de ta marque, soit en utilisant son image, soit en utilisant son nom, eh ben, tu vas faire un transfert de confiance et d'autorité de cette personnalité à ta marque. Okay, ça a changé vraiment la perception que les gens ont de ton offre. Elle va être plus valorisée. Les gens sont prêts à payer plus cher parce qu'ils vont se dire « Ah, mais attends, il y a machin qui est associé plus ou moins dans leur tête. Il y a une association qui se crée. Donc, du coup, ton offre paraît plus désirable. » Donc, c'est justement, c'est le sujet du bullet point suivant. C'est qu'on va faire une association positive avec ta marque. Si tu veux, une marque, c'est jamais qu'une succession d'associations positives autour d'une personne ou autour de produits, d'offres ou de services. Hein. Donc le fait d'associer, là par exemple, bon, imaginons que ce n'était pas sa marque à elle, mais Skims, le fait de s'associer avec Kim Kardashian, eh ben, ça va associer les émotions que l'audience a pour Kim Kardashian à leur marque. Et donc du coup, ça va renforcer la connexion émotionnelle de l'audience à la marque Skims. Et enfin, bah, évidemment, vu que les célébrités ont déjà une fanbase gigantesque, des followers engagés, etc., bah, ça va faire que tes publicités vont avoir plus de portée pour le même argent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, imaginons que pour 10 €, tu touchais 1000 personnes. Ok, ça c'est ce qu'on appelle le CPM, le coût par 1000. Donc pour 10 € de publicité, il y a 1000 personnes qui vont voir ta pub. Tu mets 10 €, il y a 1000 personnes qui voient ta pub. Ok, ça c'est les coûts entre guillemets normaux. Mais si jamais les utilisateurs engagent avec ta publicité, ils like, ils commentent, ils partagent, etc. Pour Facebook, tout ça, ce sont des signaux positifs. Ils vont se dire « Ah, bah, les gens, ils engagent avec ce contenu. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien ce contenu. Et le but de Facebook, c'est que les utilisateurs, ils restent le plus de temps possible sur leur plateforme. Hein. Donc, du coup, ils vont te mettre en avant, entre guillemets, gratuitement, parce qu'ils vont voir que ton contenu plaît. Donc, du coup, au lieu que ça te coûte 10 € pour atteindre 1000 personnes, ça t'en coûtera peut-être 3. Donc, tu vas payer 3 fois moins cher pour atteindre le même nombre de gens. Pourquoi? Parce que tu as utilisé l'image d'une célébrité et ça va attirer son audience sur ta pub. Elle va engager, elle va cliquer, elle va commenter, elle va liker, elle va partager. Ça crée de l'engagement et donc, du coup, ça va propulser ta publicité gratuitement. Donc, comment qu'on fait? Je suis désolé les gars, je bois beaucoup, hein, c'est parce que j'ai très mal à la gorge en ce moment. Mais bon, ça vous fait des petites pauses, c'est bien. Donc, comment qu'on fait pour faire une publicité qui utilise des célébrités? Bah déjà, il faut qu'on ait une célébrité qui soit alignée avec notre produit. Tu ne veux pas utiliser Kim Kardashian pour vendre des chaussures de foot. Okay, c'est pas aligné, il n'y a pas de congruence. Il faut que ce soit congruent, la célébrité, et qu'est-ce que tu vends.
Il faut qu'il y ait un lien logique entre les deux. Et il faut que l'audience, elle aime bien la célébrité que tu vas utiliser. Donc si tu utilises Kim Kardashian pour vendre du conseil en investissement, bon, pas ouf, tu vois, clairement pas fou. Donc il faut que, il y ait un lien logique entre la célébrité et l'offre. Il faut que, l'audience, elle aime bien cette personne. Parce qu'encore une fois, on va attirer l'émotion qu'a l'audience pour la célébrité sur ta marque. Donc si jamais ils la détestent, ils vont détester ta marque aussi. Donc il faut faire gaffe à ça. Et 3, non, et 3 c'est non, c'est rien. Bah, d'ailleurs, il n'y a que 2 bullet points, donc c'est ça. Donc 1, congruence, 2, émotion positive, les gens l'aiment bien. Ensuite, il faut des visuels qui soient clairs, attrayants, HD, tu vois, c'est pas... On va pas prendre de la photo de magazine People Closer pris par un paparazzi. Ça me semble évident, mais bon, on sait jamais. 3, si tu peux avoir des citations de la célébrité sur ton produit ou sur ta niche, si jamais tu n'as personne qui a cité ton produit, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui a ce luxe, bah, tu peux faire une citation de la célébrité sur ta niche. Okay, et 3, et 4, pardon, moi je te conseille de mettre une campagne d'engagement sur ta pub. C'est-à-dire que tu vas avoir ta campagne conversion, donc qui va utiliser cette publicité pour vendre. Je te conseille de, en parallèle, faire une campagne d'engagement. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas payer pour que les gens interagissent avec la pub, donc qu'ils likent, qu'ils partagent, etc. Parce que tout ça, ça crée un effet boule de neige avec l'audience donc de la célébrité dont j'ai parlé dans le point juste avant, de la slide juste avant. Et tout ça, ça va encore plus booster ton reach. Okay, ça va faire un gros effet boule de neige qui fait que tu vas avoir de plus en plus de visibilité pour de moins en moins cher. Contournement. Donc, comment qu'on fait pour faire des publicités en utilisant l'image ou le nom d'une célébrité quand les célébrités, elles en ont rien à foutre de ta marque, ton produit, ton offre, ou de toi. Okay, première façon de le faire, c'est d'utiliser des citations ou des références générales. Donc, par exemple, imaginons que tu vends des chaussures de foot, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, et que tu veux utiliser l'image ou le nom de Kylian Mbappé pour vendre tes chaussures de foot parce que y a une congruence et tout le monde le kiffe. Ok. Et tu peux faire une citation ou une référence générale à Kylian. Donc par exemple, comme le dit Kylian Mbappé, le succès se construit sur le travail et la détermination. Nos chaussures de foot, elles sont conçues pour ceux qui aspirent à l'excellence sur le terrain. J'ai mis le nom de Kylian, j'ai pas menti, c'est-à-dire que j'ai pas dit qu'il achète nos chaussures, qu'il porte nos chaussures, qu'il a dit je sais pas quoi sur nos chaussures. Ok, j'ai juste dit Kylian a dit ça, et nos chaussures, elles sont un peu conçues dans ce même esprit. Voilà. J'ai pas menti. Je suis dans la loi, tu vois. Facebook l'autorise. Ah oui, d'ailleurs, point important, mais pour ceux qui ont suivi le module compliance, vous le savez, vous avez le droit d'utiliser le nom d'une célébrité dans vos pubs. Donc, il n'y a pas de, c'est pas interdit du tout. Ok. Deuxième façon de contourner, c'est le storytelling. C'est-à-dire que je vais raconter une histoire autour de Kylian, ou un truc qui lui est arrivé, ou quelque chose qu'il a dit, etc. Et ramener ça à ma marque. Donc, par exemple, saviez-vous que Kylian Mbappé a toujours mis l'accent sur le bon équipement pour améliorer sa performance sur le terrain? Découvrez nos chaussures de foot inspirées par ce même souci de performance et de qualité. Troisième façon, c'est de faire une comparaison analogique. Si Kylian Mbappé était une chaussure, il serait probablement notre modèle, machin truc. Ok. Quatrième façon, c'est de dire cette fameuse petite phrase « inspiré de ». C'est un peu la phrase que les musiciens sortent quand ils se font un peu choper la main dans le sac en train de reprendre des paroles ou un air de quelqu'un d'autre et qui disent non mais c'est un hommage, non mais justement c'est inspiré de machin. Là c'est à peu près pareil, tu vois. C'est-à-dire inspiré par l'agilité et la vitesse de Kylian Mbappé, nos nouvelles chaussures, Ali, blablabla, ok. Ensuite, point suivant pour contourner et faire de la publicité, même si les stars s'en foutent de toi, c'est la collaboration fictive. Vu que Kylian, il veut pas faire de collaboration avec notre marque, et on va dire, purée, nous on rêverait de voir Kylian chausser nos crampons. Et tu vois, c'est une déclaration, c'est quelque chose, on aimerait que ça se passe, mais j'ai utilisé le nom de Kylian et j'ai rattaché ma marque avec. Ok, donc tout de suite, boum, valeur perçue de la marque plus élevée. Ensuite, on a un parallèle de caractéristiques. Donc tout comme Kylian Mbappé sur le terrain, nos chaussures de foot sont conçues pour vous offrir une performance optimale, vous permettant d'atteindre vos objectifs. Et le dernier moyen de contourner ça, qui est personnellement mon préféré, c'est la question en UGC. Alors l'UGC, c'est-à-dire User Generated Content, c'est-à-dire que c'est un utilisateur, un mec lambda, comme toi et moi, qui va prendre son téléphone, se filmer en selfie et dire un truc sur le produit ou la marque ou l'offre que tu as à vendre. Okay, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Donc, attends 2 secondes. La question en UGC,
Ça va être par exemple quelqu'un qui va mettre un commentaire en commentaire Twitter, en commentaire sur une story, peu importe, en disant hey, mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes chaussures que Kylian Mbappé et c'est pas toi la marque qui a dit ça. On n'a jamais dit que Kylian il a ces chaussures là, mais le fait que quelqu'un pose la question dans l'esprit des gens, encore une fois, ça fait une connexion entre tes chaussures et Kylian et il y a un peu ce doute de attends, mais c'est vraiment ces chaussures. Après ta publicité peut dire ce sont des chaussures qui sont inspirées par machin truc, tu vois, il reprend ça sans dire que oui, en effet, c'est Kylian qui les met, tu vois. Encore une fois, on ne ment pas. Donc, justement, parlant de mentir, quelques petits tips pour améliorer tes conversions avec ça. Premièrement, la compliance, c'est-à-dire les règles publicitaires de Facebook. Il faut les respecter. On ne fait pas de déclarations fausses ou trompeuses. Tu vois, il y a plein de moyens de contourner ça de manière intelligente et autorisée. Mais on ne va pas dire les chaussures de Kylian. Ok, jamais. Ensuite, il faut maximiser l'authenticité. C'est-à-dire que si tu vas utiliser une photo de Kylian Mbappé, tu vas pas prendre une photo où il est tout mignon comme ça dans un magazine ou à la télé ou où il pose devant un photographe professionnel. On essaye de prendre la célébrité dans son environnement naturel, tu vois, en peignoir chez lui, tranquille. La photo doit être jolie, ok. Encore une fois, on fait pas des photos dégueulasses dignes d'un paparazzi. Non, on fait une belle photo, qualité, etc. Mais dans un environnement un peu plus intimiste où on crée de la connexion avec la personne. Tu vois, c'est pas juste une photo qui pourrait voir n'importe où dans un magazine. C'est une photo un peu environnement intime, intimiste, machin. On rentre un peu dans l'intimité de la célébrité en question. Et donc du coup, les formats qui marchent bien pour ça, c'est des stories. Donc chaque fois qu'une célébrité se prend en selfie, tu vois, en story pour dire un truc. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait... merde, j'ai plus son nom. C'est ce qu'a fait... Kanye West. Non, c'est Kanye. Oh, je sais plus. Je crois que c'est Kanye West. Bon, je sais plus, mais c'est pendant la pluie. Je crois que c'est Kanye West, hein. Je dis peut-être une connerie. Je crois que c'est Kanye West qui avait fait ça. Je le sais, c'est juste j'ai perdu son nom. Bon, je crois que c'est ce qu'a fait Kanye West lors de la pub du Super Bowl où bah tu vois t'as plein de pubs super cinématographiées avec des millions et des millions de budget et lui sa publicité c'était juste lui, boum, vidéo face caméra à l'arrière d'un taxi en disant bon bah j'ai lancé telle marque de chaussures, voilà le site et ça a explosé. Et aussi t'as les formats un peu behind the scenes, c'est-à-dire un peu making of qui marche bien dans ce genre de créatif, de concept créatif. Quelques exemples maintenant. Là, tu as Exclad, qui est une marque de poêle anti-adhérente, qui a fait un partenariat avec Gordon Ramsay pour faire des publicités avec lui, pour utiliser son image. Encore une fois, il y a une congruence. On n'a pas pris Kim Kardashian pour vendre des poêles, on a pris Gordon Ramsay, un chef réputé qui a une grosse fanbase, une grosse audience, une grosse visibilité, et boum, on l'associe à nos poêles avec une citation qui dit « c'est vraiment la Rolls-Royce de la poêle ». Ensuite, exemple suivant, on a Jennifer Aniston qui a fait une petite pub en UGC pour l'Olavie. C'est une vidéo. La vidéo, elle est présente dans le swipe file. Donc pour les membres de Meta Insider, je vous invite à consulter le swipe file à partir de demain, si vous regardez le replay, à partir de maintenant, pour voir la vidéo en entier. Et ici, on a Nurx qui utilise le concept de la question, enfin le contournement de la question dont je te parlais tout à l'heure. Donc, hey, Hailey Bieber, je sais pas c'est qui, mais bon, elle est connue. Et est-ce que c'est pas ce truc qu'utilise Hailey Bieber? Et si jamais, intéressant pour vous, qui vendez des produits cosmétiques, ou toi qui es un client qui vend des produits cosmétiques, si jamais il y a un article X ou Y qui dit que telle célébrité utilise tel produit, que dans tel produit il y a tel composant, telle molécule, machin, et que ton produit là aussi, bah, tu peux faire une question comme ça. Hey, est-ce que machin truc n'utilise pas telle molécule? Et tu fais, bah si. Et d'ailleurs, cette molécule, elle se trouve aussi dans notre produit. Et on n'a jamais dit qu'il utilise notre produit. On a juste dit qu'il utilise tel composant actif qui se retrouve également dans notre produit. Et c'est compliant. Et juste avant de faire le live, je vais tomber là-dessus. C'est une vidéo qui utilise justement Kylian Mbappé. Sauf qu'ils ont fait du sale, tu vois, je te l'ai mis dans le titre, hein, c'est Amber Gardens, et entre parenthèses, shady as fuck. Donc à ne pas reproduire chez vous, mais pour la science, je l'ai scrappé parce que c'est vraiment n'importe quoi. On a du deepfake, on a de l'IA, on a du mensonge. Bref, c'est le gros scam
mais c'est drôle, il faut que je vous la montre. Allez, hop. Une mère célibataire de Lyon est devenue millionnaire grâce à l'application mobile du footballeur le plus populaire du monde, Kylian Mbappé. Là, on a un faux reportage. Il y a 3 jours, Sophie et ses enfants ont regardé une nouvelle vidéo de Kylian et ont découvert l'application Plinko, où les chances de gagner le jackpot ont augmenté de 450%. Et chaque nouveau joueur gagne assurément 1 000 € ou plus dans les 3 premiers jours de jeu. Si tu as au moins 10 € sur ta carte, tu peux gagner 9 millions d'euros. C'est une incroyable opportunité. Et le bon deepfake de parle Kylian. déjà du projet de Kylian. On est vraiment sur de la masterclass de scam. À ne pas reproduire chez vous, les enfants, ok. Mais je trouvais ça très très drôle, il fallait que je vous la montre. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi comprendre un peu quelles sont les choses, jusqu'où on peut pousser le truc quand on est shady, quoi, quand on est borderline, quand on arnaque clairement les gens, quoi. Donc là, on a un deepfake d'une présentatrice télé, on a un deepfake de Kylian, on a des fausses preuves sociales, etc. Bon, bref, faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Là, vous et moi, je pense qu'on voit que c'est du deepfake, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et tu vois, ça, c'est une publicité qui tourne depuis 15 jours. Hein. Donc, elle s'est pas fait striker, rien du tout. Elle est là. Et concrètement, du point de vue de l'algo, s'il n'est pas capable de voir que c'est du deepfake, c'est compliant, cette pub. Elle respecte les standards de publicité Facebook, hein, enfin, plus ou moins, quoi, parce qu'on dit... Enfin, de dire que quelqu'un gagne des millions, c'est pas une promesse de résultat, tu vois, mais c'est un peu borderline, mais c'est encore dans les règles. Ça pourrait se faire striker, mais comme ça pourrait ne pas se faire striker. Mais là, vu qu'il y a, il y a du deepfake, c'est clairement trompeur, et donc du coup, c'est censé ne pas être autorisé, ne pas passer, mais ça passe. Je dis pas ça pour vous donner des idées, les gars, mais juste pour vous montrer un peu... les limitations aussi de l'algorithme quand on parle de compliance Facebook. Ensuite, concept numéro 4, ce qu'on appelle la founder story, c'est-à-dire l'histoire de fondateur. L'histoire de fondateur, c'est l'asset marketing numéro 1, donc en gros, l'élément marketing numéro 1 le plus important d'une marque. Pourquoi ? On peut copier tes produits, on peut copier ton offre, on peut copier tes services, mais on ne peut jamais copier ton histoire, ta personnalité. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, tu vois, Tesla, quand tu achètes Tesla, tu achètes Elon Musk, et c'est très difficile de venir concurrencer Tesla sur le marché de la voiture électrique, non pas parce que c'est difficile de faire des voitures électriques, de faire au moins aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux, même s'ils sont très bons, il n'y a pas de souci, hein, mais parce que les gens, ils ne vont pas acheter Tesla, ils vont acheter Elon Musk. Donc, ton histoire de fondateur, de toi ou de ton client, hein, c'est vraiment l'asset numéro 1 le plus important dans ta marque aujourd'hui et autour de laquelle tu peux vraiment créer des choses sur lesquelles personne ne pourra venir te faire chier, personne ne peut venir te copier, personne ne peut venir te voler ce travail parce que personne n'est toi, tout simplement. Donc en général, on le fait sous format vidéo. Est-ce que ça veut dire que les autres formats ne peuvent pas fonctionner et qu'il faut les délaisser ? Non. Mais en général, tu vois, encore une fois, là on est très dans l'émotionnel, c'est plus facile de passer de l'émotion en vidéo qu'en image. Alors, désolé, hein, je bois un peu. Les principaux points à retenir de la Founder Story, pourquoi ça marche, comment ça marche. Ça tourne autour de l'authenticité, de la transparence. Aujourd'hui, les gens, encore une fois, ils cherchent à acheter quelqu'un et non pas une marque. Et le format, le concept histoire de fondateur, il offre une perspective authentique et personnelle qui peut résonner profondément avec les personnes qui regardent la publicité parce qu'ils vont se reconnaître dans ce mec, dans ce fondateur, dans son histoire. Et ça permet du coup d'humaniser la marque et de créer une connexion émotionnelle avec les consommateurs. Et c'est important que le public s'identifie, soit avec la personne, soit avec son histoire, soit avec son parcours, les difficultés qu'il a rencontrées, etc. Ça permet de construire de la confiance, du coup, puisqu'on a une personne, ça y est, on connaît c'est qui ce gars, on sait d'où il vient, on connaît ses valeurs, etc. Il nous partage ses motivations, il nous partage ses défis, ça renforce la crédibilité et la confiance qu'on a dans la marque, et du coup, les consommateurs, ils sont plus enclins à soutenir une boîte dans laquelle ils se sentent personnellement connectés et alignés. Ok ? Ça permet de te différencier, comme je te disais tout à l'heure, personne ne peut te voler ton histoire et ta personnalité et tes anecdotes, etc. Tout ça, c'est toi. Tu vois. Et ça permet d'augmenter l'engagement émotionnel qu'il y a autour de ta marque parce que une fois que les gens ils ont une connexion émotionnelle avec le fondateur et qu'ils sont personnellement investis avec lui, ils vont venir davantage commenter et engager avec tes autres publicités, ton autre contenu, ce qui fait que ça va faire un effet boule de neige, qui fait que tes publicités vont coûter de moins en moins cher pour les mêmes résultats, comme on a expliqué
tout à l'heure. Comment appliquer ce concept et en faire un toi-même? Déjà, tu vas identifier les éléments clés de l'histoire du fondateur avec lequel tu travailles ou de la tienne si tu fais tes publicités pour toi-même. Donc, il faut se concentrer sur les motivations, les défis surmontés, les valeurs fondamentales, les moments marquants du parcours, les hauts et les bas. Okay, les bas sont plus importants que les hauts. Des anecdotes spécifiques, comme par exemple Oussama Ammar. Quand on pense Oussama Ammar, c'est toutes ces anecdotes. On y croit, on n'y croit pas, mytho, pas mytho, machin, on s'en fout. En attendant, tu vois, il y a des gens, les gens chez qui ça connecte profondément. Donc, anecdotes spécifiques qui rendent les histoires, je dirais, vivantes et relatables. Relatable, c'est-à-dire qu'on s'identifie. Ensuite, je te conseille de varier les formats et les médias, donc partager l'histoire via des formats différents tels que des vidéos, des articles de blog, des podcasts, des posts. C'est-à-dire qu'au-delà de faire juste des publicités qui utilisent cette vidéo, je t'encourage à soit encourager ton client, ou soit de faire toi-même si tu fais des publicités pour toi-même, mais à décliner ce format sous forme d'articles de blog, sous forme de podcast, sous forme de partage sur les réseaux sociaux, etc. pour vraiment que tout le monde connaisse l'histoire. Et encore une fois, les vidéos sont meilleures pour capturer l'émotion et la personnalité du fondateur, parce que les images, c'est un peu blend, c'est-à-dire c'est un peu plat, quoi. Il faut bien sûr être authentique et transparent dans ces vidéos. Il faut éviter, je dirais, les récits trop embellis ou artificiels. Tu vois, il faut de l'honnêteté sur les hauts et les bas pour rendre l'histoire crédible et touchante. Il faut utiliser un ton personnel, engagé, et surtout, il ne faut pas se la jouer Rambo, c'est moi le meilleur, machin, ça c'est le pire truc à faire. Tu vois, les top dog story, comme ça s'appelle, personne s'identifie. Personne, donc faites pas ça. Et dernier point, il faut essayer d'engager l'audience un maximum, donc encourager les personnes à partager leur histoire personnelle, à interagir avec le contenu, afin de créer vraiment une communauté autour de la marque. Quelques conseils pour maximiser tes conversations avec ce concept créatif. Inclure des témoignages. Donc dans la vidéo, tu peux inclure des témoignages de clients, de partenaires, de fournisseurs qui vont venir donner du contexte et de la profondeur à l'histoire. Et ne pas hésiter à illustrer l'histoire un maximum avec des screenshots, des vidéos, des photos, que ce soit de bonne qualité ou de qualité, je dirais, authentique. C'est-à-dire, imaginons que tu vas raconter l'histoire d'un mec qui a eu une success story de fou avec sa marque, et tu vas commencer en racontant son histoire. En 2010, il était étudiant, il était fauché, il était au fond du trou. C'était un visuel en HD 8000K, d'une photo de lui sur son canapé, personne n'y croit. Maintenant, c'est une photo un peu dégueulasse, prise au téléphone de l'époque, un peu pixelisée, mais authentique, on y croit. Et c'est bien parce qu'on illustre la qualité de la photo, illustre aussi un peu, je dirais, ce moment de sa vie. Donc il faut que le visuel soit raccord avec l'histoire qu'on raconte. Donc si c'est un visuel dégueulasse, mais qu'on est en train de raconter un moment de sa vie où il était en galère, très bien. Si on raconte un moment de sa vie où maintenant c'est un gueudin, on essaye d'avoir des visuels de gueudin. Okay, donc on essaye d'avoir une congruence entre le visuel et l'histoire qu'on raconte. Quelques exemples. Alors Elix, c'est une marque pour femmes qui traite des problèmes féminins. Et eux, c'est les boss de ce format. Okay, c'est les boss de ce format et ils capitalisent là-dessus de fou. Donc la créatrice de Elix, c'est cette nana que tu vois sur la droite de l'image. Et donc là, c'est une vidéo. Encore une fois, la vidéo est disponible dans le Swipe File, qui est disponible sous cette vidéo demain pour les membres de Meta Insiders. Et pour les autres, je vous ai mis des captures d'écran pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, dans cette vidéo, elle explique qu'à son mariage, en gros, elle avait sa robe tachée de sang à cause de ses menstruations. Donc voilà, encore une fois, quand je te disais partager des histoires personnelles, des hauts et des bas, elle, c'est la boss de ça. Donc elle se met à poil, entre guillemets, je parle au niveau de son histoire, au niveau de ses hauts, de ses bas, de ses périodes douloureuses, vraiment, et ses challenges, ses défis. Elle te montre tout. Et tu vois, elle parle de ça, tu vois, c'est extrêmement gênant, c'est honteux. Toi et moi, je ne sais pas si on y a raconté des anecdotes de ce style-là et en faire des publicités, mais ça marche de taré. Exemple numéro 2, avec Magic Spoon.
Alors, j'ai mis cet exemple. C'est pas du tout la meilleure histoire de fondateur que tu peux trouver, mais je l'ai mise pour une bonne raison. C'est pour te prouver que tu peux aussi, pour te donner des idées de comment faire ce type de concept créatif, même si tu n'as pas de vidéo du fondateur, que ce soit de toi ou de ton client. Donc, comment tu peux faire une founder story sans avoir de vidéo? C'est moins impactant, c'est moins conseillé, mais ça peut marcher, et pour eux, ça a marché. Donc, exemple en vidéo. Meet Greg and Gabby. They wanted a delicious and healthy cereal. So, they started Magic Spoon. Remember the feeling of munching on sugary cereal while watching Saturday morning cartoons? Bon bah voilà, je vais pas te la mettre en entier. Mais tu vois, ils ont utilisé une bête photo d'eux. D'ailleurs, les bols, ils sont totalement photoshopés. Si tu prêtes un tout petit peu attention, tu le vois, mais comme ça passe rapidement, on le voit pas. Et tu vois, ils ont utilisé une photo, et ensuite une espèce de petit storytelling avec des petites images détourées à gauche, à droite. Et ça passe bien, tu vois, genre ça passe bien. Est-ce que c'est la façon la plus rentable et qui performera le mieux de faire une founder story? Sûrement pas. Mais j'ai pas les chiffres. Peut-être que ça surperforme de fou, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour te donner des idées que c'est possible de le faire aussi comme ça. Et enfin, dernier exemple de l'une. Alors, de manière générale, les nanas sont bien meilleures que les mecs pour faire des founder story parce qu'elles arrivent à créer une connexion émotionnelle plus forte et à parler de sujets plus sensibles. Donc là, une autre founder story de la fondatrice de l'une qui parle de ses problèmes de jeunesse. La vidéo est dans le Swipefile. Concept créatif suivant, les headlines. C'est un de mes préférés. Les headlines, tu vois, le concept est simple. Tu as une image avec le produit ou l'offre la plus, pas neutre, mais je dirais, si la plus neutre possible. Et tu as un titre avec un copywriting qui va prendre ton attention et qui va pas la lâcher. Tu vois, genre là, Your wife is hot. Tu dis genre, what? Et Get Her Canada's coolest shit. Donc, ta femme est chaude. Prends-lui les draps les plus froids du Canada. Donc, tu vois, tu fais une accroche. Your wife is hot. Tu vois, c'est un peu what the fuck. Tu t'attends pas à lire ça quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, surtout dans une publicité. Et ensuite, boum, tu parles de ta solution, de ton bénéfice, de ton produit. Donc, quels sont les principaux points à retenir de ce concept? C'est c'est ce que j'appelle un peu une publicité one trick pony. C'est-à-dire que ça repose à 100% sur le copywriting. Donc, il faut être excellent en copywriting pour faire des excellentes créatives qui utilisent ce concept. Tu ne peux pas te foirer, il faut rester compliant avec Facebook, respecter les règles publicitaires de Facebook, mais réussir à surprendre, réussir à être impactant. Ok, donc c'est réservé aux gens qui sont bons en copywriting. Si t'es mauvais ou moyen, tu vas sûrement te viander. Tu peux tester, il faut toujours tester. Mais c'est du one trick pony, c'est 100% copywriting. Il faut être bon, il faut réussir à être impactant en 5 à 6 mots maximum. 5 à 7, allez. Ensuite, il faut que ce soit du pattern interrupt. C'est-à-dire quoi, pattern interrupt? Ça vient de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est une notion donc, qui vient de la PNL. Et en fait, ça veut juste dire c'est surprenant. Si je dois vraiment vulgariser le truc, c'est tu t'attends pas à ça, c'est inattendu, c'est surprenant. Donc du coup, hop, ça capte ton attention. Et on va mettre en avant dans cette headline un bénéfice clair, comme on vient de le voir ici, tu vois, genre les draps les plus frais du Canada. Ok. Ensuite, clair, donc la headline, elle doit être facilement compréhensible, elle ne va pas laisser de place à l'ambiguïté, au doute, à la confusion, donc on doit tout de suite comprendre de quoi il s'agit, et elle doit répondre directement à un besoin, une douleur, une frustration, une préoccupation la plus spécifique possible pour l'audience. Là, tu vois, ta femme, là en l'occurrence, si je devais le traduire de la façon dont ils veulent le dire, c'est ta femme a chaud. Tu vois, ta femme a chaud, c'est une situation extrêmement spécifique. Ok, c'est pas vous avez trop chaud la nuit. Non, c'est pas ça. C'est ta femme a chaud. Ok, spécificité dans le besoin, la préoccupation, la douleur, la frustration. Et ensuite, les meilleures headlines, elles incitent toujours à passer à l'action, que ce soit pour en savoir plus, pour acheter maintenant, pour profiter d'une offre spéciale. Bref, elles mettent toujours un sentiment d'urgence et d'exclusivité. Encore une fois, pour les meilleures headlines. Et d'ailleurs... ah non, c'est après.
Ensuite, comment appliquer ce concept créatif, comment faire une créative qui utilise ce concept de la headline? Tu vas identifier un problème de ton audience. Donc en général, le problème majeur que ton offre, produit d'information, coaching, etc., le problème majeur que ton offre résout, tu la mets en avant dans ta headline et ça peut être fait soit en posant une question, soit en énonçant un fait pertinent comme ta femme a chaud. Okay. Ensuite, tu vas faire une promesse de bénéfice, donc en étant bien clair sur le bénéfice principal que ton que ton produit offre, et en utilisant des mots puissants et des verbes d'action pour attirer l'attention. Tu vois, dans l'exemple que je t'ai mis ici, c'est get, okay, c'est obtenez-lui, mettez la main sur les draps les plus frais du Canada. Get her. Okay, verbe d'action. Ensuite, il faut rester simple et concis, donc s'assurer que ta headline, elle est simple et directe, donc entre 5 et 7 mots, 10 mots, mais vraiment 10 mots c'est long, mais ça peut encore passer, il y en a et d'ailleurs il y a des exemples de headlines un peu plus longues dans le swipe file et juste après. Et il faut éviter les mots trop complexes, on va vulgariser au maximum pour que tout le monde comprenne. Et enfin, on va chercher un alignement visuel, donc entre l'image qu'on va mettre en avant et la headline. On va s'assurer que les deux soient alignés afin d'amplifier le message et d'attirer l'œil. Donc, maintenant, quelques conseils pour maximiser tes retours sur investissement, tes performances, tes conversions avec ce concept. Je te conseille de speed tester à fond. Tiens, d'ailleurs, il y a une faute dans le slide. Speed test les headlines. Okay, je ne sais pas pourquoi il écrit lead. Donc, speed tester les headlines plus l'image associée, mais surtout ton titre, donc la headline en soi. Il faut la speed tester à mort. Parfois, juste un seul mot, ça peut faire différence entre la créative qui est rentable et celle qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est sur une créative qui repose entièrement sur le copywriting. Donc ouais, un seul mot du ton copywriting, ça peut tout changer. Ensuite, je te conseille d'utiliser des chiffres. Pourquoi ? Parce que les chiffres, ça donne de la spécificité, ça capte l'attention, ça donne de la crédibilité. Personnaliser la headline en fonction du segment auquel tu t'adresses. Donc là, tu vois, on s'adresse, encore une fois, à des maris. Donc on dit « Your wife is hot ». Demain, on pourrait dire « Your husband is hot ». Tu vois, genre, ton mari est chaud. Ou ton mari a chaud, si on doit vraiment traduire de la façon dont ils veulent dire le message. Utilisez des citations témoignages clients si possible et attention à la compliance, aux règles publicitaires, pour ne pas faire de débordement. Donc quelques exemples. Bird Dogs, c'est les boss de ce format. Ok, ils sont incroyables. Donc si jamais tu veux des exemples, regarde Bird Dogs. Donc là, ça reprend ce que je viens de te dire juste avant comme conseil, c'est utiliser une citation de témoignage client en headline. Donc boum, c'est fait. J'ai attendu 10 ans pour que quelqu'un fasse un polo sportif qui n'est pas la coupe d'un sac poubelle. Bravo. Okay, impactant, tu vois. On veut en savoir plus, etc. Mixers, je sais pas comment le prononcer à chaque fois. Mixer, bon. No more faking it, donc arrêtez de simuler, et c'est un complément alimentaire pour la libido. Ok. Pour les dames. Et ensuite, on a Otherland. Alors, c'est un GIF, si tu veux voir comment il est animé, rendez-vous sur le swipe file. Alors, celui-là, il est très intéressant, je l'ai beaucoup aimé. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans la headline de cette publicité ? I'm a self-proclaimed candle snob, and this is the only brand I'll ever buy, and they're having their first summer sale. Donc, je suis une snob de la bougie, et ceci est l'unique marque que je n'achèterai jamais, et ça tombe bien, ils ont leur première solde d'été. Alors, pourquoi c'est très intéressant comme headline ? Candle snob, donc une snob de la bougie, un snob de la bougie. Quand on dit « je suis un snob de la bougie », ça veut dire quoi ? C'est dire que ma vie, c'est les bougies, j'ai fait des recherches, je connais le sujet de A à Z, de fond en comble, je mange la bougie le matin, je déjeune de la bougie à midi, je dîne de la bougie le soir. Donc si je te dis que cette marque, elle est bien, je suis quelqu'un de crédible et tu peux me faire confiance. Ok ? Ensuite, self-proclaimed, donc je suis un snob de la bougie autoproclamé. Pourquoi autoproclamer ? Le mot il est important et pourquoi il fait une vraie différence en termes de copywriting ici ? Parce que si je dis de toi ou si je dis de quelqu'un « Ah, ce mec c'est un snob », c'est négatif. Donc si j'arrive et je dis « Je suis un snob de la bougie »,
on a une émotion négative dans la headline qui va être attachée à ma marque. Maintenant, si je dis « je suis un snob autoproclamé », on entre dans l'autodérision. C'est pas les gens qui nous traitent de snob, c'est-à-dire qu'on n'est pas un gros casse-couille. C'est juste nous, on déconne un peu sur le fait qu'on est un peu des radicaux de la bougie. Donc je suis un snob de la bougie autoproclamé. Donc en gros, je désamorce un peu l'émotion négative liée au mot snob. Et c'est pour ça qu'il y a self-proclaimed, autoproclamé dans ce titre. Et ensuite, vous voyez, ceci est l'unique marque que j'achèterai jamais. Donc là, on va se servir de la crédibilité, de la confiance qu'on a bâti avec le mot snob. En gros, je connais le sujet, t'inquiète frérot, fais-moi confiance, ça c'est la bonne marque. Et ensuite, petit call to action avec les soldes d'été. 6e concept créatif, le marketing négatif. Avec un exemple ici j'ai oublié la marque, mais ils sont super connus. Mais on les revoit tout à l'heure, mais là, je sais pas pourquoi, là, j'ai plus la marque en tête. Bon, on s'en fout. Donc, pourquoi est-ce que vous allez regretter d'acheter ces t-shirts et boum, un avis client, 1 étoile, mon compte en banque ne supporte plus, que j'achète autant de t-shirts. Sous-entendu, ils sont si bien que je peux pas arrêter d'en acheter, quoi. Donc, pour ce concept créatif, quels sont les principaux points à retenir ? Ça joue principalement autour, encore une fois, du pattern interrupt, donc de la surprise, de la curiosité. Attendez 2 secondes. Donc ça joue autour de la surprise, de la curiosité, de l'inattendu. On va utiliser des messages négatifs ou de la mise en garde pour attirer l'attention du public et susciter la curiosité. L'être humain, il est programmé pour donner de l'attention aux avertissements. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous permet de survivre, en fait. Tout simplement, depuis que t'es gamin, tes parents disent « attention à ci, fais pas ci, ça c'est dangereux », etc. On est programmé, le cerveau est programmé pour écouter les avertissements, pour survivre et pas crever. Donc quand on a, par exemple, un exemple concret, c'est si t'es comme moi, si tu vas acheter quelque chose sur Amazon, la première chose que je regarde, c'est les avis, mais pas n'importe lesquels, les avis 1 étoile. Donc je vais regarder s'il y a 10, 20, 30 avis 1 étoile, je vais en lire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si, grosso merdo, dans les avis 1 étoile, c'est les gens qui se plaignent parce que ils n'ont pas l'air très malins et que c'est grosso modo de leur faute s'ils ne sont pas satisfaits, je me dis, a priori, je peux faire confiance à ce produit. Par contre, c'est des gens qui disent, ah, c'est arrivé cassé, ou au bout de X temps, ça a pris feu, ça a machin, là, ok. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le premier réflexe que tu as, c'est de regarder les avis négatifs. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est programmé pour faire attention aux avertissements. Deuxième point à retenir pour ce concept créatif, c'est qu'il faut utiliser l'humour et la provocation pour rendre le message plus mémorable. Ça se joue encore une fois sur l'autodérision et l'humour est une arme excellente pour désamorcer les critiques. Donc on va en jouer tout en accentuant la critique pour avoir un effet provoquant et rendre le message plus mémorable, attirer encore plus l'attention. Grosso modo, tout ça, c'est utiliser le principe de la psychologie inversée. Donc, dire aux gens de ne pas faire quelque chose, ça leur donne envie d'encore plus de le faire. Tu vois, un gamin, tu lui dis « touche pas ça ». Le premier truc qu'il veut faire, c'est toucher ce truc. Demain, je te dis « ne pense pas à un éléphant rose », boum, tu vas penser à un éléphant rose. Bref, classique, tout le monde connaît ces tricks, mais je les rappelle au cas où. Et quatrième point à retenir, c'est qu'on va cibler des préférences personnelles et des problèmes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que en utilisant des messages du genre « si vous préférez une crème lourde », on va cibler directement des préférences ou des problèmes potentiels de consommateurs qui va rendre le produit plus attrayant à ceux qui ne partagent pas ces préférences. Donc en gros, quelqu'un qui préfère quelque chose qui, pour quelqu'un, c'est un point négatif, ça devient un point positif. Okay ? Donc, comment est-ce qu'on applique tout ça ? Comment est-ce qu'on fait une publicité qui utilise le concept du marketing négatif ? Encore une fois, la première étape, c'est d'identifier les points de douleur et les préférences personnelles de ton avatar client. On va lister donc toutes les caractéristiques et tous les aspects du produit qui pourraient ne pas plaire à certains segments du marché, à certaines personnes, et les tourner en points négatifs pour attirer l'attention de ceux qui préfèrent l'opposé. Ensuite, on va créer un message provocateur autour de ça. Donc, on va utiliser un titre provocateur ou une déclaration audacieuse, dirons-nous, pour capter l'attention
de façon instantanée. Tu vois, par exemple, n'achetez pas ça si vous détestez la qualité. N'achetez pas ce produit si vous aimez être anxieux. Bref. Ensuite, on incorpore de l'humour, idéalement. C'est pas toujours évident, mais idéalement, on incorpore de l'humour parce que l'humour permet de désarmer une émotion négative ou un message négatif et les rendre plus acceptables. Il faut t'assurer que l'humour en question, c'est pas du bashing. Tu n'en es pas là pour aller taper sur un consommateur qui a une préférence négative. C'est pas ça. On va en rire, on va le prendre avec légèreté, avec autodérision. Donc on n'est pas là pour bâcher. Et on peut utiliser des faux avis, autant pour des avis positifs. C'est interdit de faire des faux avis positifs. Mais pour un avis, une étoile, personne n'ira te reprocher de mettre des faux avis négatifs sur ta marque. Okay. Donc, quelques conseils pour maximiser les conversions avec ce format. Il faut speed tester de façon intensive, encore une fois. C'est un peu le même concept que la headline. Tu vois, c'est un mot peut faire la différence. Parce que c'est vraiment ce commentaire négatif qu'on met en avant qui va impacter, qui va attirer l'attention, qui est là pour aussi persuader. Et il faut toujours faire attention à avoir un équilibre entre le négatif et le positif. Donc l'outcome global, une fois que j'ai lu la publicité, je dois sentir une émotion positive, avoir une image positive de la marque. Pour ça, pour aider, on commence toujours par le négatif pour finir sur le positif. Donc n'achetez pas ça si vous détestez être heureux. Je dis n'importe quoi, tu vois, mais tu comprends un peu le principe. Comme ça, en exagérant un peu le trait, en grossissant un peu le trait, tu comprends mieux. Et plus le négatif est fort, donc plus la déclaration négative est forte, et plus le positif doit être fort derrière pour avoir un équilibre, une balance. Quelques exemples. Donc on a True Classic, pareil, c'est une vidéo qui est disponible où ? Dans le Subfile. Donc vidéo qui commence par une voiture qui roule sur un de leurs t-shirts. True Classic, c'est une marque de vêtements pour ceux qui ne savent pas. Donc on a une voiture qui roule sur un de leurs t-shirts avec écrit 3 raisons pour lesquelles les petites copines détestent True Classic. Et ensuite tu vas avoir un déroulé d'argumentaire en mode ah, ça fait que ton mec il a l'air trop beau gosse, ensuite il y a toutes les femmes qui lui courent après et ensuite il va partir avec une autre meuf. Bref, bon. Là, la cible, c'est évidemment le mec, hein, c'est pas la nana. On a l'air de cibler les nanas, mais en vrai, on cible les mecs. Le gars dans la deuxième photo avec son t-shirt. Et voilà, quoi. En gros, c'est pas très subtil, hein, mais ça marche. Ensuite, Ridge, qui est aussi une grosse marque. Ridge, qui utilise, encore une fois, ça c'est aussi une vidéo toujours disponible dans le Subfile, qui utilise du marketing négatif en tant que concept créatif pour cette pub. On a la première image de la vidéo, c'est pourquoi je regrette d'avoir acheté ce portefeuille. Bridge, c'est un portefeuille très fin, bref. En fait, leur gros USP, c'est ton ancien portefeuille, tu mets 1000 trucs dedans, il est épais comme ça. Nous, le nôtre, il est comme ça, tu peux mettre la même chose dedans. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je regrette d'acheter ce portefeuille ? Et ensuite, tu as tout un déroulé, pareil, pas très subtil, mais j'ai essayé de le casser et ça cassait pas. Bon, en gros, qui va être en avant les caractéristiques, les bénéfices principaux du produit. Et ensuite, ClickUp AI, tu vois, pareil, c'est n'essayez pas ClickUp AI, ne cliquez surtout pas ici. Bon, encore une fois, tu vois, c'est pas forcément très subtil, mais ça fonctionne. Ensuite, concept créatif numéro 7. Je vérifie juste que tout est bien sur le stream. Nickel, tout est bien sur le stream. C'est le concept de la news. Donc la news, c'est en gros le journal télé, le JT, vraiment c'est le média, quoi. Donc là, tu vois, on a un exemple avec écrit breaking news. Donc je sais pas comment on dit breaking news en français, mais je pense que tout le monde, à peu près tout le monde comprend le terme. Et ensuite, une publicité sur la dette, les crédits bancaires, etc., etc. Donc qui utilise ce concept de la news. Donc, quels sont les éléments clés à retenir ? Pourquoi est-ce que ce concept, il marche ? Parce que les annonces de médias un peu breaking news comme ça joue sur l'urgence. Et donc, du coup, il faut que tes publicités, elles aient une urgence et une pertinence. En gros, si tu veux, ça va jouer vraiment sur l'immédiateté et l'importance d'un événement actuel ou d'un événement récent pour créer un sentiment d'urgence et de pertinence pour ton produit ou ton service. Ok, donc là, si on dit breaking news, il se passe un truc avec la dette américaine, et donc du coup, il y a un programme
d'allègement de la dette personnelle qui est en place et vous pouvez en profiter en cliquant là. En gros, c'est plus ou moins ça qu'ils disent, quoi. Donc tu vois, il y a une nouvelle qui a l'air importante, boum, on rattache ça avec notre produit, et les deux sont encore une fois congruents, donc du coup il y a une pertinence entre le produit et la nouvelle qu'on met en avant. 2, ça permet de créer de l'autorité et de la confiance dans la marque, parce que les publicités qui utilisent le concept créatif de la news, elles imitent souvent l'apparence et le ressenti des véritables reportages que tu peux voir à la télé, dans les médias, ce qui va donner une aura d'autorité et de confiance à ta publicité, ce qui peut construire de la crédibilité auprès de l'audience. Ensuite, en général, elles sont liées à un appel à l'action très fort, très direct, très convaincant. On va vraiment pousser l'engagement à fond. On veut que les gens y cliquent là tout de suite maintenant. C'est de l'urgence et de l'immédiateté à fond, à fond, à fond. Et pour ça, on va mettre en avant les pain points, les douleurs, les frustrations, les peurs les plus fortes possibles. Et souvent, ça va se concentrer sur des problèmes courants, des questions urgentes qui résonnent avec un public très large, du style des problèmes financiers, tu vois, ça touche tout le monde, c'est pas très spécifique. Pour le coup, il ne faut pas que ce soit extrêmement spécifique dans le problème, dans la façon de le présenter. Il faut que ce soit spécifique, mais le problème de fond, c'est l'étranglement financier, entre guillemets, dans cet exemple. Donc, il faut que ce soit vraiment des questions urgentes qui résonnent avec un public large. Comment appliquer ce concept ? Tu vas identifier un angle d'actualité pertinent, donc trouver un événement actuel, une question en cours, un article qui se rapporte soit à ton offre, soit à ta niche. Donc par exemple là, c'est la dette, tu vois, donc la dette américaine versus on a une solution financière pour les crédits. Il y a un rapport. Ensuite, tu vas rédiger un titre accrocheur qui imite le style des titres d'actualité, donc ça doit vraiment immédiatement transmettre un sentiment d'urgence et d'importance. Derrière, tu vas utiliser des éléments de confiance tels que des statistiques, des citations d'experts, des témoignages, etc. Vraiment, mais il faut que ces éléments soient crédibles et vérifiables. Okay, et on va créer un sentiment d'urgence aussi bien dans le texte ou le langage qu'on va utiliser que dans les visuels. Il faut que les visuels soient, entre guillemets, sensibles au temps et qu'ils encouragent une action immédiate. Comme par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir, il y a écrit « financement limité », candidater maintenant avant qu'il ne soit trop tard ou avant que les fonds aient disparu ou avant que les fonds soient terminés. Okay, quelques conseils pour maximiser les conversions. En général, la vidéo surperforme l'image sur ce format. Encore une fois, c'est une généralité. C'est toujours à tester dans chaque cas particulier. Je te conseille de simuler des bulletins d'informations connus comme BFM TV ou autres, mettre en avant des graphiques, des événements publics, des mises en situation, reprendre des logos qui imitent encore une fois des bulletins d'informations connus mais sans être, tu vois, on ne va pas reprendre le logo de BFM TV, ça c'est de la tromperie. On va, en général, le format news, ça fonctionne très bien en retargeting sur une audience tiède. Et si jamais tu peux avoir des petites notifications en temps réel du temps tu peux avoir des notifications en temps réel du style article mis à jour il y a X minutes. Si jamais tu renvoies sur un advertorial, c'est excellent. Donc quelques exemples. On a Broken Johnson, pareil, c'est une vidéo qui est disponible dans le swipe file, qui commence, donc tu vois, on imite vraiment un journal télé, quoi. Donc les Américains reçoivent une stimulation, comment on pourrait dire, les Américains sont encouragés à prendre des crédits de jusqu'à $5 000 pour pouvoir payer leurs besoins médicaux. Okay. Ensuite, on a ça c'est une image. Donc pareil, c'est crédit émergentiel, candidater avant que les fonds aient disparu, qu'il n'y ait plus de fonds, quoi. On comprend qu'il y a des fonds limités. D'ailleurs, c'est écrit limited funding. Et enfin, Upside, pareil, ils ont beaucoup joué sur ce format. Donc, je te conseille d'aller voir leur pub. Ils en ont beaucoup fait. Ça, c'est une vidéo, elle est disponible dans le swipe file, et c'est une vidéo style interview, tu vois, qui a mimiqué le style d'interview que tu peux faire dans la rue, dans un journal télé. Ensuite, donc concept créatif numéro 8, le fameux post-it.
Donc, le post-it, tu peux le décliner en vidéo, en image fixe, en GIF. Carousel, un peu moins. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Non, mais c'est un peu moins adapté. Quels sont les principaux points à retenir du concept post-it? Pourquoi ça fonctionne? Premièrement, il y a un visuel qui est accrocheur, facile à comprendre. Tu vois, donc les post-it, c'est quelque chose qui est en général visuellement distinctif et qui attire immédiatement l'œil avec des couleurs vives. Et aussi parce que le message il est simplifié sur le post-it, tu vois, c'est juste des mots-clés. Donc le message est souvent clair, il est souvent direct, ce qui facilite une compréhension rapide pour les utilisateurs. Ensuite, c'est un format qui mise sur la simplicité, l'authenticité, tu vois. Le fait de mettre un post-it sur ton écran ou sur le frigo, tu vois, c'est un peu le message que ta femme te laisse le matin, un truc comme ça. Bref, ça donne une impression d'authenticité et de proximité avec l'audience, comme si l'information venait directement du créateur du produit, d'un proche ou autre. Et ça permet, je dirais, de transmettre des messages complexes de manière simple et compréhensible. En général, les créatifs de type post-it servent soit à faire du call to action, soit à éduquer. Et enfin, pourquoi ça fonctionne bien? Parce qu'en général, ce que tu mets sur un post-it, c'est des choses importantes. Donc encore une fois, ton cerveau est entraîné à donner de l'importance et donc de l'attention aux notes post-it. Et donc du coup, quand tu envoies un sur Internet sous forme d'image, t'es plus enclin à lire, à prêter de l'attention et à regarder de quoi il s'agit. Alors, comment faire une publicité qui utilise ce concept? Premièrement, encore une fois, toujours pareil, on va identifier les bénéfices principaux de l'offre qu'on va vendre. Donc, on va sélectionner les points forts ou des caractéristiques uniques à mettre en avant. Et on va utiliser des post-it pour souligner ces aspects de manière concise et impactante. On peut ajouter des messages personnalisés, tu vois, donc essayer d'ajouter une touche un peu personnelle à notre publicité, comme des conseils d'utilisation, des témoignages clients, des petites astuces, tout ça, ça va aider à humaniser la marque et créer du lien émotionnel avec le public. On va bien sûr utiliser des couleurs vives, contrastées, mais lisibles. Par exemple, je te déconseille de mettre des post-it rouges, parce que du noir sur du rouge, ça se lit pas très bien. En général, les couleurs qui marchent le mieux, c'est jaune, rose et vert. Ça pète, mais quand tu écris dessus, c'est lisible. Et enfin, je te conseille de faire une mise en scène un peu naturelle, donc essayer d'intégrer ces post-it dans l'environnement naturel de l'utilisateur, donc sur un frigo, sur un miroir, sur un écran de PC, sur un volant de voiture, sur un rétroviseur. Vraiment, ça peut être surprenant, tu vois, un post-it sur un volant de voiture, c'est pas un endroit où on s'attend de trouver un post-it, mais on s'en fout, parce que si tu vois un produit qui est en rapport avec une voiture, ça fait sens et ça reste dans l'environnement quotidien de ton utilisateur. Donc ça va le surprendre et en même temps ça l'aide à se projeter sur la solution future que tu as à lui vendre avec cette pub. Quelques conseils pour maximiser les conversions avec ce genre de format. En vidéo, le stop motion marche assez bien. Donc c'est-à-dire soit simuler l'écriture, tu vois, genre frame par frame sur un post-it, soit mettre un post-it, puis un autre qui apparaît, puis un autre qui apparaît, ou faire une image avec un post-it, etc. Ça marche bien. Attention à la saturation visuelle. Tu vois, sur le premier exemple qu'on a mis là, c'est un peu chargé. Tu vois, parce qu'ils ont mis des post-it, enfin les petits encadrés jaunes là, Dr. Squatch. Ça ressemble déjà un peu à des post-it. C'est du savon, hein. Ça ressemble un peu à des post-it. Et à côté, tu as encore 3 autres post-it de couleurs. Alors heureusement, ils n'ont pas mis des couleurs différentes. Mais les savons, ils ont tous des couleurs différentes. Donc ça peut, tu vois, un peu surcharger. Et si tu surcharges le truc, si tu surcharges ta pub, ta créative, c'est pas lisible et c'est pas agréable à regarder. Il faut limiter le texte par post-it, donc rester court, concis, comme du bullet point, tu vois, 1 à 3 mots, c'est bien. Attention à l'harmonie, attention au placement des post-it, il faut que ce soit un peu harmonieux, cohérent, symétrique, bref, il faut que ce soit visuellement plaisant à regarder. Tu peux varier les formats des post-it, donc tu peux faire des post-it ronds, des post-it carrés, des post-it en étoiles, si c'est un produit un peu féminin, etc. Incorporer des éléments visuels sur les post-it, donc des flèches, des dessins, des icônes, et mettre tes post-it, encore une fois, sur des supports originaux, comme je te le disais, par exemple, un volant de voiture, c'est original, pattern interrupt, surprise, inattendu, égale attention. Quelques exemples concrets de supports originaux, là, une pub de Dazzling, où c'est pas vraiment un post-it. Je t'ai mis beaucoup d'exemples qui sont pas des post-it,
pour que tu comprennes le concept. On appelle ça le concept post-it parce que ça a commencé sur les post-it, mais aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est des supports originaux, comme ça par exemple. Tu vois, c'est le même concept, mais là, j'ai écrit sur le beat de quelqu'un. Donc forcément, boum, ça attire l'attention, pattern interrupt, inattendu, etc. Ici, pareil, mais sur un whiteboard, donc un tableau blanc. C'est toujours le même concept. Il y a plus d'informations là, mais tu vois, ça repose sur un concept qu'on voit souvent, qui a un genre d'arbre de décision, si ça, oui, non, machin. Donc en général, on y prête de l'attention. Là, on a Spoiled Child avec vraiment un concept un peu plus traditionnel de post-it, pour te donner un exemple. Et ici, un autre exemple de fixed original. J'ai vraiment blindé les exemples originaux pour que tu comprennes bien jusqu'où tu peux aller avec ce type de format, où là, on a mis un message à la craie par terre. Et là, First Day, encore une fois, un exemple plus classique, avec un call to action, avec un bon de réduction, donc le code Kickstart, pour avoir un bon de réduction maintenant. Et je pense, vu la tête des post-it, qu'ils ont été ajoutés avec Photoshop. Parce que normalement, si tu colles un post-it sur une table qui a le bord rond comme ça, le post-it, il doit être un peu en arrière, pas très lisible. Donc je pense qu'ils les ont pris en photo à plat et qu'ils les ont intégrés sur l'image après. Et sûrement aussi pour que le texte soit plus gros et plus lisible, parce que peut-être que sinon, le post-it était plus petit que ça. Tu vois, quand tu regardes la taille du post-it par rapport à la table, c'est peut-être un peu gros comparé à la réalité. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, peut-être que c'est une vraie photo, etc. Mais pour moi, ça a l'air un petit peu photoshopé. Et encore une fois, il n'y a pas de souci. Je dis photoshopé, c'est retouché. Hein, tu n'es pas obligé d'utiliser Photoshop ni rien du tout. Tu fais ça sur Canva. Tu payes quelqu'un 5 € sur Fiverr pour te le faire. C'est très bien. Ça fait 1h30 qu'on est en live. J'ai la voix qui commence à fatiguer un peu. Ce que je vous propose, c'est qu'on découpe ce live en deux. Là, on va arriver à la moitié. Donc, je vais faire ce 9e concept. Juste après ce concept, on va passer aux questions-réponses. Et je pense qu'à la fin des questions-réponses, ça fera plus ou moins 2 heures. Si, en général, on a plus ou moins 30 minutes, mais peut-être que ce sera moins. Et on fera deuxième partie du live un autre jour. Même pour vous, en France, il est 21h30, ça commence à faire un peu tard. Donc, je vais faire ce 9e concept et ensuite, on fera la deuxième partie du live un autre jour. Donc, presse. Alors, le concept presse, c'est un peu pareil, tu vois, c'est dans la même vibe que le concept news ou média, sauf que là, c'est vraiment axé sur du magazine. Okay, donc là, on a un exemple de cœur avec écrit « Comme vous l'avez vu dans le magazine Elle ». En France, on mettrait « Vu dans Elle ». Et ensuite, on a l'image du produit avec quelques petits bullet points avec les bénéfices principaux. Donc, quelles sont les principales choses, les principaux points à retenir sur ce concept? C'est à peu près pareil que le concept news, tu veux, c'est que on va construire de la confiance et de la crédibilité en empruntant l'autorité des magazines, des médias qu'on va mettre dans nos publicités. On va créer, je dirais, de la connexion émotionnelle et du storytelling et via des articles de presse, des témoignages bien rédigés qui permettent de raconter des histoires engageantes autour du produit, ce qui va créer, encore une fois, une connexion émotionnelle avec le consommateur et rendre le produit, l'offre, mémorable. Et idéalement, ça va créer de la preuve sociale et de la validation. Okay, pourquoi ? Parce que le contexte qui est offert par une exposition médiatique d'un magazine, ça démontre quelque part, c'est une preuve que le produit est largement accepté et apprécié par les autres, ce qui renforce la validation sociale autour de ton offre, ce qui incite du coup les nouveaux utilisateurs à essayer le produit en se basant sur les expériences des autres personnes. On va voir comment on peut contourner tout ça dans un instant. Okay, si jamais tu n'as pas d'article de presse qui parle de ton produit, ce qui est le cas de 99% des gens, c'est pas grave, tu peux quand même utiliser ce concept pour faire de la publicité, juste d'une manière un peu différente. Donc comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept presse ? On va sélectionner des sources. Comme pour les célébrités, les sources, elles doivent être respectées et reconnues par ton audience cible. Donc on va prendre un magazine qu'il aime bien, un site web qu'il aime bien, des journaux qu'il aime bien. Bref, il faut qu'il y ait une vraie connexion émotionnelle positive avec le magazine, la presse, le média
avec lequel on va rattacher ta marque, parce que encore une fois, on va s'approprier les émotions. Enfin, disons, on va pas s'y approprier, mais les émotions liées à ce média vont déteindre sur ta marque et ton image et ton produit. Donc, c'est important de bien sélectionner une source avec des émotions positives autour. Ensuite, on va faire une intégration visuelle, c'est-à-dire qu'on va bien mettre le logo du média en gros, s'assurer qu'il soit bien visible, qu'il soit bien contrasté par rapport au fond, que les citations des publications soient bien intégrées visuellement aussi, avec ces mêmes concepts. On peut utiliser par exemple des encadrés, des bulles de citation, des bannières pour faire ressortir ces mentions, ces témoignages. On va bien sûr se focaliser sur les bénéfices clés qu'on a à vendre de notre produit, de notre offre, idéalement mentionnés dans des articles. Si ce n'est pas le cas, on va voir ensemble comment contourner ça. Et on peut utiliser des extraits, donc intégrer des extraits accrocheurs de l'article, des témoignages directement dans l'image ou la vidéo, utiliser des citations marquantes, les mettre en valeur avec une police spécifique, des couleurs contrastantes, etc. Des conseils maintenant pour maximiser tes conversions avec ce type de créatif, de concept créatif. Toujours faire attention au contexte culturel de ta source. Donc un journal local aura moins d'impact qu'un journal national si tu fais de la publicité au niveau national. En revanche, si tu fais de la publicité que en Bretagne, admettons que tu fais de la publicité pour un couvreur qui est à Brest, et ben, si tu utilises un journal local pour parler de son travail, ça aura un impact émotionnel plus fort sur les locaux, là où le journal national aura un impact, je dirais que c'est de l'autorité, mais aussi c'est un peu moins crédible. Si ça n'a pas un vrai, tu vois, journal, genre TF1 qui a parlé, ou bon, c'est pas un journal, mais bon, tu comprends. Si t'as pas un vrai journal national, genre Le Monde, qui a parlé de ton couvreur local à Brest, et que tu essayes de faire un parallèle avec Le Monde et ton couvreur local à Brest, je pense à Bright, c'est pour ça, à Brest, bon, bah, ça va pas forcément coller. Maintenant, si tu prends le journal local de Brest et que tu fais un parallèle avec ton couvreur local, là, ouais, là, tu as un vrai impact émotionnel puissant. Utiliser des témoignages au maximum quand c'est possible. Attention au positionnement et aux endroits stratégiques où tu vas mettre les logos et les citations. Moi, j'aime bien les mettre en haut de la pub ou alors proche du call to action, c'est-à-dire le petit bouton qu'il y a en bas à droite. Idéalement, tu dois utiliser un engagement émotionnel tu dois engager émotionnellement, les consommateurs en faisant du storytelling, en utilisant un visuel impactant, émotionnellement chargé, style une photo du gars, une photo de quelqu'un, une photo d'une personnalité, bref. Et attention au timing des campagnes. Si jamais l'article de presse, tu as un vrai article de presse pour le coup, et que tu vas l'utiliser pour faire des publicités autour de ça, attention à bien timer, à bien synchroniser ta publicité avec la sortie de l'article pour générer un effet boule de neige et que tout ça soit pertinent. Donc, comment contourner tout ça? Comment faire des publicités qui utilisent le concept de la presse quand on n'est jamais apparu dans un article de presse? Eh bien, on peut faire une comparaison. Exemple, comme tous les produits recommandés par Le Monde, notre offre d'une qualité exceptionnelle et les résultats prouvés. Citer des tendances ou des études. Donc, selon Le Monde, les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions écologiques. Notre offre répond parfaitement à cette demande. On ne dit pas que Le Monde nous recommande. On ne dit pas que Le Monde, qu'on est apparu dans le journal Le Monde. On juste dit « Hey, Le Monde a dit ça et notre produit répond à ce besoin ». Ensuite, citation générique. Donc, à peu près pareil. C'est comme l'a rapporté Le Monde, les meilleures pratiques dans notre industrie incluent l'utilisation de matériaux recyclables. C'est pourquoi nous avons choisi des matériaux 100% recyclés pour notre produit. Autre contournement, c'est le fameux encore inspiré d'eux. Inspiré par les guides d'achat de Le Monde, nous avons développé un produit, blablabla. Et les guidelines, on va dire, nos produits sont développés en suivant les standards recommandés par les experts mentionnés dans... Et en général, là, tu vas préférer, je dirais, un magazine, une presse un peu plus spécialisée sur ta niche. Par exemple, si tu es dans la niche de l'automobile, tu peux dire nos voitures sont développées suivant les standards recommandés par les experts mentionnés dans Automoto, par exemple.
Je dis pas que c'est une super pub, je dis c'est un exemple qui me passe par la tête là tout de suite maintenant, qui est cohérent et pertinent par rapport à cette guideline. Donc quelques exemples. COSAS. Donc là, tu vois, quand je te disais d'utiliser des encadrés, des bulles et des bannières pour rendre le truc vraiment visuellement impactant et inratable, là, on est bien inratable là, avec ce bel encadré jaune. Mais tu vois, c'est pas mal fait, tu vois. Vu que COSAS, ils ont du jaune là dans leur petit bâtonnet, c'est du make-up, hein, mais je sais pas c'est quoi exactement. C'est du gloss, j'en sais rien. Bref, c'est du make-up. Vu qu'il y a le jaune qui se retrouve dans leurs produits, le fait d'avoir le jaune autour, il y a quand même une cohérence visuelle. C'est pas non plus, c'est pas illisible, c'est pas agressif. Tu vois, le jaune qu'ils ont mis autour, ça reste quand même un jaune un peu pâle. C'est pas du jaune fluo, tu vois. Ensuite, on a un autre exemple de Our Place, qui est une grosse marque aussi de poils, donc qui se fait une citation par British GQ. Et Mountain Bow, pareil, donc tu vois, ici on a, je dirais, un élément visuel un peu différenciant pour placer la citation que moi j'aimais bien, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ça, c'est un peu classico-classique. Ça, c'est un exemple un peu plus... un peu moins visuellement impactant, mais qui est plus facile à faire, okay, mais qui marche très bien. Hein. Et ça, c'est un exemple un peu style que tu peux retrouver facilement sur Instagram. Tu vois, c'est dans le style des posts Instagram. Et voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là, parce que 1h40, là déjà de live, dans 20 minutes, il est 22h chez vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se coucher. Donc, je vais prendre les questions qui sont sur le Discord et on va se faire une autre petite session. On va se faire une autre petite session live pour les 10 autres concepts, du coup. Les 10 autres concepts qui manquent, sachant que les 3-4 derniers, ce sera plus rapide. Donc, je pense qu'on a une bonne milieu, on a une bonne moitié là du live. Alors, Nicolas, la formation Meta Ads est-elle la même que Meta Insiders? Alors, la formation s'appelait Facebook Ads Insider avant. Maintenant, elle s'appelle Meta Insiders parce qu'il y a plus de choses dedans. Et d'ici peu, là, je suis en train de restructurer l'offre, de restructurer mes tunnels, et donc du coup de changer mes prix. Et on va encore changer le nom parce que ça fera partie d'un truc un peu plus grand. Donc Meta Insiders, Meta Ads, Facebook Ads Insider, tout ça c'est pareil. Nicolas, pour te répondre, oui, tout est pareil. Si tu es là dans le Discord, tu fais partie de Meta Insiders et tu auras accès à ton swipe file demain et à la rediffusion de ce live dans ton espace formation. Ensuite, il y a C, il y a juste la lettre C qui me dit « Salut Alex, je suis ton live. J'aimerais savoir s'il sera accessible sur la plateforme de formation. » Oui, la rediffusion sera disponible uniquement du coup, pour les membres de Meta Insider, donc elle sera disponible pour toi puisqu'a priori tu es sur le Discord. Quel est le volume de texte qu'on peut mettre au maximum sur une image? Vaut-il mieux ne pas en mettre ou très peu? Ça dépend Nicolas, ça dépend de ton concept créatif. Quand tu es sur une headline, tu peux avoir des moments où... Alors attends, j'essaie de retourner en arrière. Tu peux avoir des créatives où tu vas avoir plus de texte que d'images. Voilà, style ici. Parce que là, encore une fois, ta headline, elle repose sur le copywriting à 100% pour faire marcher ta publicité. Donc, tu donnes un peu d'espace au texte, donc à ton copywriting, pour que ça marche, que ce soit plus impactant, c'est logique. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur une créative où tu vas plus jouer autour du produit, style... hop, voyons voir... Ouais, style une créative célébrité par exemple. Excellent exemple. Tu vas vouloir mettre la célébrité en avant, donc du coup tu vas vouloir minimiser le texte pour qu'on voit la tête de la célébrité que tu essayes de mettre en avant et que le texte prenne un peu moins de place, mais il faut quand même que le texte se voit. Tu vois, là, il n'y a pas beaucoup de mots. En termes de volume, c'est assez faible, mais en termes de volume, vraiment en termes de nombre de mots, c'est faible. Mais par contre, en termes de volume de la place que prend le titre sur l'image, c'est assez conséquent pour que ce soit marquant et visible. Donc il n'y a pas vraiment de règle absolue de est-ce qu'il vaut mieux mettre plein de texte ou peu de texte sur l'image. Ça dépend de ton concept créatif. Il y a des concepts créatifs qui sont plus tournés autour du texte, d'autres qui sont plus tournés autour de l'image. Globalement, la règle un peu, comment on dit, the rule of thumb, la règle un peu globale qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut un équilibre. Normalement, tu as plus d'images que de texte,
mais en fonction du concept, ça se défend, tu vois. Ensuite, Adeline, pour le concept créatif Founder Story, est-ce que ça peut fonctionner si le fondateur en question n'est pas célèbre ou n'a pas une grande audience? Oui, tout à fait. Si tu veux, dans le Founder Story, ce qu'on cherche à faire, c'est un peu justement créer ce personal branding autour du fondateur. Et au début, personne n'est connu. C'est pas... On s'en fout que la marque fasse des millions ou pas. Il n'y a pas de minimum requis pour commencer à parler de qui est derrière cette marque, qui est cette personne, quelle est son histoire, quelle est sa vision, quelles sont ses valeurs. Au contraire, tu peux le faire le plus tôt possible, c'est bien, parce que tu as des personnes qui vont se rattacher à cette personne et à cette personnalité, je dirais, et à cette vision et à cette histoire, et qui vont devenir peut-être des utilisateurs récurrents du produit ou de la marque. Les replays, j'ai déjà répondu aux questions relatives aux replays. As-tu un process précis pour faire un benchmark de publicité ? Alors, Roman, moi, mon process, il est comme ça. C'est d'abord, je demande au client, est-ce que tu as des concurrents directs ? Quels sont tes concurrents directs ou indirects ? Est-ce que tu peux me donner un maximum de noms possibles imaginables ? Là, normalement, les gars, s'ils sont un peu sérieux, ils ont beaucoup d'exemples. Et derrière, j'utilise des outils comme BigSpy, AdSpy, dont je vous donne les accès dans l'information, ou juste la bibliothèque publicitaire de Meta. Et tu tapes le mot-clé, par exemple, lunettes de soleil, et tu regardes, après c'est de la recherche manuelle, tu regardes les publicités qui ont été actives pendant un mois, avec le mot-clé lunettes de soleil, avec le mot-clé soleil, lunettes, et tu fais des recherches manuellement, quoi. Gwen. Alors, hello Alex, tu expliques comment contourner le concept neuf avec la presse à l'écrit. Mais est-ce qu'on peut afficher visuellement au niveau de l'image si on n'est pas apparu dans la presse en question? Alors, niveau contournement, si t'as pas eu un article de presse qui va parler de ton produit, j'éviterai de mettre le logo de l'article de presse dans l'image, mais tu peux mettre le nom du média ou de la presse en question dans le copywriting et idéalement dans le hook, donc dans la première phrase, pour que ce soit le premier truc que les gens voient. Ensuite, quand on utilise un nom de marque, par exemple, vu dans Elle, y a-t-il une autorisation légale à avoir ? Si t'es vraiment paru dans Elle, s'il y a vraiment un article qui a été fait à ton propos ou au sujet d'un de tes produits dans un média, oui, tu peux l'utiliser. Au niveau d'autorisation légale, honnêtement, les gars, je ne suis pas juriste. Personnellement, je pars du principe que si le média en question est prêt à faire un article positif sur ta marque, et donc en gros, ils vont te faire de la publicité, il n'y a pas de raison qu'ils soient contre le fait que tu mettes leur logo dans ta pub, tu vois. Ça me semble assez logique paysan basique. Mais je ne suis pas avocat et je ne connais pas, tu vois, les spécificités d'un contrat que tu peux avoir avec une presse. Moi, les clients qui avaient déjà des articles de presse, ils n'avaient pas spécialement de contrat avec eux et il n'y a pas spécialement de problème pour utiliser l'image de la presse avec l'article associé, parce qu'encore une fois, si un média est OK pour te faire de la publicité dans leur média, il n'y a pas de raison qu'ils ne veulent pas que tu utilises cette pub pour faire de la publicité sur Facebook. Sinon, ils ne feraient pas d'article sur toi. Donc, a priori, pas de problème, mais je ne suis pas avocat. Comment on peut expliquer une différence dans le nombre d'événements à au panier entre Facebook et Shopify? Ça, Rodo, c'est à cause de l'iOS 14, donc je te renvoie au module correspondant dans l'information. Et on arrive au bout des questions sur Discord. Je vais regarder s'il y a des questions sur YouTube. Alors, est-ce qu'il y aurait une rediffusion sur Meta Insiders? Oui. C'est compliant les fake founder story pour du dropshipping pourri. Du moment que tu n'utilises pas l'image de quelqu'un. Tu racontes l'histoire que tu veux. Est-ce que c'est éthiquement... tu vois, bon. C'est pas éthiquement incroyable, mais si tu veux t'inventer un founder et une histoire autour de ce founder, du moment que tu n'utilises pas l'image de quelqu'un, ouais, tu peux. Tu vois, il y a personne qui pourra prouver que c'est faux, surtout pas la compliance Meta, tu vois.
Après, bon, encore une fois, il y a un problème d'éthique derrière. Chacun fait son choix sur est-ce que tu as envie de te lancer là-dedans ou pas. Tu n'auras pas de problème au niveau des règles publicitaires de Meta pour le faire. Maintenant, tu peux avoir, sur le long terme, tu vois, un problème de confiance, d'authenticité, si jamais les gens se rendent compte que ce mec n'existe pas, ou que l'histoire est fausse, ou que j'en sais rien, bah, tu vas casser la confiance que les gens ont construite avec ta marque, et derrière, ça peut s'écrouler. Mais bon, si c'est pour du dropshipping pourri, comme tu veux, en général, les shops, ils ont une durée de vie de 3 mois, et rien ne t'empêchera de changer un peu l'histoire derrière, et que les gens s'en souviennent pas spécialement, tu vois, bon. C'est limite, mais bon, ça se tente. Hein. En tout cas, tu n'auras pas de problème avec Facebook pour ça. JM, salut JM. Content de te voir ici. Le deepfake de la meuf aux cheveux orange était chaud. Ouais. Non, mais cette publicité était très très drôle. C'est pour ça que je l'ai vu juste avant le live. Je me suis dit, il faut absolument que je la mette. Pour ceux qui sont mauvais en anglais, oui, d'accord. C'était vraiment top. J'ai pas le support dans le mail avec le lien. Je n'ai pas le support dans le mail avec le lien. Comment je peux l'avoir? Alors le lien du swipe file, il sera donné demain sous cette vidéo dans le replay qui sera disponible dans Meta Insider, okay, dans votre espace formation. On veut surtout le lien du swipe file. Il sera là demain. Serait-ce légal en tant que coach d'ajouter la corde du média buyer en temps... Attends. Serait-ce légal en tant que coach d'ajouter la corde média buyer à mon arc ou faut-il que je mette à jour mon statut? Non, tu peux tout à fait être coach et t'occuper de tes publicités. Il y a zéro problème avec ça. Si tu veux, c'est comme si tu me demandais est-ce que j'ai besoin de mettre mon statut à jour pour faire du copywriting? Non, c'est une compétence. Donc, si tu utilises le media buying pour toi et pour promouvoir tes services de coach, non. Maintenant, si demain, tu veux vendre tes services à d'autres boîtes, là, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, encore une fois, je ne suis pas légal, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat. Okay, je ne sais même pas comment ça se passe en France sur ce niveau-là, au niveau des services à proposer aux gens, les types de sociétés, les structures, les machins, j'y connais rien. Okay, donc, je t'encourage à faire tes recherches à ce niveau-là et à demander à des gens qui sont compétents pour t'y répondre parce que là, clairement, c'est pas moi qui serais indiqué là-dessus. Driss, c'est quand la partie 2 du live? Du coup, ce sera dans la semaine. Écoutez les gars, j'ai regardé mon agenda. J'aimerais bien faire ça. Mercredi, je peux pas. Le problème, c'est que jeudi, vendredi, samedi soir, vous êtes tous en train de sortir et faire la teuf. Au pire, c'est pas grave. Au pire, je peux faire ça soit jeudi soir, soit dimanche soir. Dites-moi ce qui vous convient le mieux pour la partie 2. Dites-moi dans le Discord déjà si vous préférez jeudi soir et dimanche soir. Et dites-moi aussi sur le live si vous préférez qu'on fasse ça jeudi prochain, donc le 14 ou dimanche 16. Ah non, attends, on avait dit jeudi. Pour moi, ça m'arrangerait le jeudi 13, les gars. Je vous le dis sincèrement. Dimanche, jeudi, dimanche, jeudi, s'il te plaît. Bon. Ok, bon, écoutez. Je vais essayer de faire ça jeudi. Écoutez, je vais y réfléchir. De toute façon, je vous enverrai un mail. Ce sera annoncé sur mon Twitter, ce sera annoncé par mail, ce sera annoncé sur le Discord. Vous saurez quand ce sera soit jeudi 13, soit dimanche 16. Moi, j'aimerais bien le faire jeudi, ça m'arrangerait. Mais s'il y a tout le monde qui veut qu'on fasse dimanche, on fera dimanche. Là, c'est à peu près égal. Donc, affaire à suivre. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin. Ça fait quand même presque 2 heures de live. Et demain, je mettrai le replay sur votre espace formation dans Meta Insiders. Vous aurez le lien sous cette vidéo pour le swipe file. Ce sera sur Google Drive. Okay, donc, vous pourrez copier le swipe file en tant que copie sur votre Google Drive à vous. Okay, comme ça, vous les avez chez vous tranquillement. Et voilà. Dernière question, Driss. Tu prends le CPF? Je ne prends pas le CPF. On est en train d'explorer une solution pour pouvoir prendre le CPF, mais de 1, c'est pas sûr que ce soit faisable. De 2, ce sera plus cher parce qu'on va passer par un autre organisme qui est agréé en France pour faire du CPF. Et en gros, la formation elle sera offerte en bonus de la leur, sauf que ça va être dans les 1500, 2000 balles de CPF, tu vois. Donc là, aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, sous cette vidéo,
Il y a un lien pour rentrer dans Meta Insiders pour 290 € pour un accès à vie au lieu de 500 balles à l'année. Donc, à mon sens, c'est le meilleur deal que tu auras. Le CPF, ça va peut-être arriver. Et si ça se fait, ce sera dans les 1500-2000 balles. Et ça, malheureusement, moi, je ne peux pas trop influencer là-dessus parce qu'on va passer par un autre organisme pour faire ça pour nous. Je préfère payer 5 fois avec le CPF, je sais pas quoi en faire. Bah écoute, je vous dirai par mail quand le CPF sera dispo. Ce sera pas pour tout de suite, quoi. Il faudra peut-être un mois plus. Donc à voir à ce moment-là. Merci à tous. Salut Elodie, toujours un plaisir de te voir ici. Merci à tous aussi dans le Discord. Et passez un bon dimanche. Bonne semaine à vous. Je vous préviens pour le live, a priori jeudi. Mais affaire à suivre. Mais a priori jeudi. Ok ? Merci à tous. À bientôt. Ciao.